t'as un mec avec sa pince à épiler qui là il fait oh une arête, tac, il enlève l'arête du saumon et comme ça et oh tac. Et là livreur de pizza c'est en fait c'est pour vivre parce que t'as pas d'autre choix. Ah bah vous aviez remarqué qu'il y avait un problème sur le bâti. Toi t'es là comment ça frérot? Elle est pas venue après avec en mode salut toi je vois que tu gagnes pas mal et tout. Non. Ils sont là, waouh comment c'est fait, tu vois. Ne serait-ce que sur une arme à feu. Tu commences à avoir des abonnés qui te disent waouh merci super j'ai testé. Et là en fait je me lève. Je prends mon sac, je ferme mon sac, je le mets sur mon dos, je pars. Même aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment de gros youtubeurs sur cette thématique. On monte une chaîne de 0 à 500 000 abonnés en 8 mois, quoi. Pourquoi pas 100 appart, 150 appart? Et au final, on y va, bim, 1, 2, 3, 4, j'achète 4 immeubles. 1000 vidéos par an? Ouais, à peu près, ouais. Moi, je suis en train de mettre bout à bout des vidéos de football, etc. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais, Hervé? Tu t'es dit, ça, c'est une équipe, ça va pas assez vite, je le fais, j'en ai rien à foutre. J'ouvre un salon de coiffure, je sais pas ce qui me passe par la tête. C'est une période où je teste des choses, je développerai beaucoup d'applications pour Android aussi. Et il est parti avec l'application et mes thunes. Est-ce que tu viens de lâcher une thématique? Bienvenue sur ce premier épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on est avec Hervé. Bienvenue. Eh bien merci Alex de m'accueillir sur ce podcast. Donc très content de faire cet épisode avec toi. Eh ben moi aussi, c'est super, ça fait quelque chose de nouveau. Très intéressant de lancer ça avec toi. Du coup, justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on va parler de ton parcours. Voilà. Très bien. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore, il y a peut-être qui te connaissent et qui veulent en savoir plus, justement. Connaître un petit peu justement de qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce que tu fais maintenant, pourquoi, etc. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, si ça te va. Eh bien écoute, pas de problème, on va essayer de partager un maximum de valeur. Et on est chaud. Eh bien allez, c'est parti, écoute. Et du coup, première question, pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense que c'est intéressant de savoir d'où tu viens un peu. Et puis, parce que là, aujourd'hui, on est en Andorre, mais toi, je pense pas que tu es né ici. Non, pas du tout. C'est vrai que ça va être intéressant. On va pouvoir expliquer comment je passais du coup de la région parisienne, puisque donc je suis originaire de là-bas, dans le 92, et comment est-ce que je suis arrivé donc à l'âge de mes 24 ans en Andorre. Et aujourd'hui, du coup, on en parlera. Mais voilà, je travaille sur YouTube depuis plus de 12 ans et je gère de manière anonyme un réseau de chaînes YouTube. Mais voilà, donc ça va faire pas mal de choses à voir. Le spectre, c'est intéressant. Exact. Donc du coup, pour répondre à ta question, c'est vrai, j'étais donc originaire juste à côté de Gennevilliers, région parisienne, 92. Et puis, ma foi, j'avais donc mes deux parents qui se sont séparés quand j'avais 11 ans. Alors c'est marrant, je ne veux pas forcément rentrer dans le détail de tout, mais je pense que c'est différentes étapes de la vie, c'est comme tout le monde, qui font qu'aujourd'hui tu es la personne que tu es, tout simplement. Parce que voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et tout ça, ça impacte quand même, mine de rien, ton mental, ta façon de faire. Enfin moi en tout cas, je pense à tout ça, enfin j'y crois. Et donc voilà, j'étais dans la région parisienne, étudiant, petit collège, etc., qui était dans le 93 justement. Et déjà là, c'est tout bête ce que je vais dire, mais ça met dans une ambiance qui est très différente de celle d'Andorre aujourd'hui. C'est pas un coin où c'est la tranquillité, on va dire. Voilà. Non. En fait, pour te dire, le lycée d'à côté ou même le collège, des fois, ça arrivait qu'il y ait des histoires à la sortie. Enfin voilà, c'était une ambiance vraiment mauvaise. Alors aujourd'hui je suis parti, ça fait un bon moment, mais je pense que ça s'est pas forcément arrangé. C'est vrai, quand on voit aux infos tout ce qui se passe, etc., ça fait peur. Et du coup c'est dans ce climat-là que j'ai envie d'entreprendre, de faire des choses. Et donc moi ça commencera, on va dire, si je puis dire, le côté entrepreneur un peu, avec de la bidouille de console, tu vois. Donc, d'accord. Voilà. Donc dès le début, tu es en mode, tiens, ça m'intéresse. Puis tu m'avais parlé aussi que même tu monétisais ce truc-là, en fait. Ouais, exactement. Donc au début, moi, je posais des puces, etc. sur les consoles, PlayStation, Xbox, je flashais le lecteur. Bref, bien évidemment, vous le savez, vous devez posséder les originaux, des copies que vous utilisez. Mais du coup, je faisais ça. Et au début, pour moi, tout simplement, mais déjà, j'étais passionné d'informatique, même à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à le faire après pour des camarades de classe. Tu vois, parce qu'à partir du moment où tu as réussi à faire sauter les sécurités de tel ou tel éditeur, je sais pas, c'est cool. Et puis, voilà, il y a quand même à la fois cette satisfaction d'arriver à le faire, donc tu es content. Et puis, tu commences à le faire à 2-3 copains, et puis à des copains. Et c'est comme ça que j'arrive à faire un peu d'argent au début. Encore une fois, je suis étudiant. J'ai pas besoin véritablement d'argent, mais je sais pas, ça me stimule, ça m'amuse. Et même, tu vois, arriver comme ça à démonter le lecteur, à poser la puce et tout. Et du coup, tu as appris ça sur YouTube. Il y a déjà un pied qui est avec YouTube ou c'est pas plus forum? C'est vrai que c'est intéressant ta question. Pas tant que ça, c'était plus sur des forums assez sombres où du coup, dès qu'un mec arrivait à faire sauter la sécurité, il partageait la méthode, tu répliquais, etc. Mais c'était vraiment très intéressant. Ça m'amusait en vérité, quoi. Et donc, ça donne un peu goût, en effet,
arriver à faire de l'argent. Tu vois, tu arrives à faire de l'argent depuis ta chambre, tu es quand même content. Et par la suite, tu cherches d'autres moyens encore de faire de l'argent. Donc, si tu veux, moi, je quitte Paris à mes 19 ans. Ok. 19 ans. C'était pourquoi ça? Ouais, alors pareil, histoire compliquée. Ça serait peut-être trop long à expliquer ici, mais pourquoi pas lors d'un autre épisode, ça fera un sujet à expliquer. C'est intéressant en tout cas. Et là, je passe du tout au tout parce que je quitte Paris à 19 ans et j'arrive un village à côté de Clermont-Ferrand. Ouais, donc pas du tout le même environnement. Non, il doit y avoir 150 habitants, même pas dans le village, chez une grand-mère éloignée. Et donc, en fait, là, changement de vie total. C'est un vrai reboot, un reset même. Ouais, je repars à zéro. Donc, il faut refaire des amis, il faut refaire un petit peu, voilà. Tu vends plus les consoles, du coup, là? Non, parce qu'en plus de ça, ça arrive dans une période où les sécurités sont de plus en plus compliquées sur les consoles. Et c'est un peu le jeu du chat et de la souris, en vérité. À chaque fois que tu arrivais à faire, à flasher un lecteur, bon, pour pas citer de marque, mais la marque en question mettait à jour tout ça. Vous savez, c'est drôle parce que quand vous avez des mises à jour sur vos consoles ou d'autres choses, ils disent améliore certaines choses, nanani nanana, mais il y a beaucoup de mises à jour. En vérité, c'est juste on a patché les sécurités que les hackers utilisaient et faites la mise à jour s'il vous plaît. C'est juste ça. Mais ça, c'était assez drôle. Et puis donc voilà, je redémarre à zéro. Et alors là, c'est justement la phase mission d'intérim. Je me rapprocherai ensuite très rapidement de Clermont-Ferrand, parce que quand même le village là où j'étais c'était tout petit. Et Clermont, je rencontre du monde, c'est bien. Je suis aussi livreur de pizza dans cette période-là. Et c'est à ce moment-là, du coup, on peut reboucler avec YouTube parce que c'est là vraiment où je lance ma première vraie chaîne YouTube, on va dire. J'en avais déjà une avant, mais je mettais des vidéos de moi qui faisait du roller, des trucs comme ça. D'accord. Et là, livreur de pizza, c'est pour vivre parce que t'as pas d'autre choix. Ouais, c'est ça. J'ai pas de revenus. Alors c'est quand même marrant parce qu'avec mes consoles, j'avais fait une petite enveloppe où j'avais un petit peu d'argent. Alors tu sais, quand t'as rien, forcément, avec 2000 €, tu te sens un peu riche, quoi. 2000 € avec les consoles quand même? Ouais, même un peu plus en vérité. Je m'étais acheté un bon ordi, j'avais commencé à faire un vrai setup, tu vois. Une vraie industrie dans ta chambre. J'avais réinvesti dans mon business, tu vois, pour le faire grossir. Mais en vrai, voilà, donc je sais pas, franchement, j'avais une enveloppe, il devait y avoir 2-3 000 € dedans, mais j'étais content, tu vois. Puis comme je te dis, au début, je suis hébergé chez une grand-mère, donc du coup, je suis logé, nourri. J'ai du temps libre. Là, c'est vraiment une phase où j'ai du temps. Je suis déscolarisé. Je te dis, j'ai à peine la vingtaine. Je rencontre des gens. C'est un peu le moment dans ma vie où j'ai profité. Tu vois, j'ai profité. J'avais une amie qui avait un scoot. On faisait du scooter, machin, un truc. Enfin bref, la jeunesse un peu, tu vois. Okay. Et en vrai, il y a un temps pour tout dans la vie, tu vois. Et justement, à un moment donné, t'es un peu rattrapé aussi par... je t'ai dit, je pars à Clermont, j'ai un loyer à payer. Là, il n'y a plus la mamie pour me payer les courses, etc. C'est ça, en fait, ouais. Et, ouais. Ça. Et donc, Domino's, ouais. Ah mince, je l'ai dit. D'habitude, je ne veux pas trop le dire, mais en vrai, on va le dire. Donc voilà, livreur de pizza. On va pas te faire un procès de toute façon. Non, t'as travaillé pour eux, tu leur as apporté de l'argent. Ouais. En vrai. Exactement. Et puis, tu rencontres des gens aussi. Donc, tu vois que c'est souvent des profils assez jeunes quand même là-dedans. C'est soit des étudiants, soit des jeunes travailleurs, tout ça. Et donc, pareil, une phase... En vrai, je sais pas comment dire. Dans la vie, il y a plusieurs niveaux. Je dis pas qu'il y a un niveau qui est mieux que l'autre. Tu vois, il y a même certains niveaux où tu as beaucoup moins de soucis à gérer. Et là, j'étais à un niveau, on va dire, qui est quand même assez bas. Mais j'étais heureux. Tu vois, je vais pas te dire que j'étais triste, genre à me dire, oh, j'ai pas ci, j'ai pas ça. En fait, j'étais content, tu vois. Je faisais mes heures, je faisais du scoot, il faisait beau. Alors l'hiver, c'était affreux par contre, parce qu'on n'avait pas de visière sur nos casques. Le matériel était fourni. On va pas en dire trop du mal du coup maintenant qu'on a dit le nom, mais le manager, on va dire, il donnait pas du matos top. Les scouts étaient bien, mais après on n'avait pas de gants, enfin bref. Mais du coup à l'hiver c'est pas drôle. Par contre l'été c'était sympa, petit polo et tout, tu livres, c'est chouette en fait. Le problème c'est juste la paye qui est derrière, parce qu'en soi le job c'est parfait pour découvrir une ville. Franchement t'es livreur ou même je pense VTC ou quoi que ce soit dans une ville, je connaissais toutes les rues par cœur, les raccourcis, tout. Ça c'était vraiment top. Mais à un moment donné, du coup, là, je rencontre ma compagne qui deviendra ma femme par la suite. Donc voilà, elle me rencontre. Je suis donc livreur Domino's Pizza. Elle n'est pas venue après avec en mode « Salut, toi, je vois que tu gagnes pas mal. » C'est ça, je fais pas grand-chose de ma vie. Et au final, je sais pas trop ce qui l'a attiré chez moi. Je devais être sympa. On lui demandera à faire un podcast. Voilà, qu'on lui demande un jour. Mais le fait est que ça devait être fort. Puissant parce que 13 ans plus tard on est toujours ensemble, tu vois. Donc on s'est même mariés, on pourra peut-être mettre une ou deux photos. On s'est mariés l'année dernière et donc voilà, là c'est un peu le starter pack, on a la base.
je rencontre du coup ma femme et ma future femme. Et à ce moment-là, par contre, j'en ai un peu marre quand même. Vous savez, c'est un peu la boucle au final. Domino's, c'était chouette. Ouais, parce que niveau business, là, en fait, tu gagnes. Là, il n'y a rien. Non, je gagne pas d'argent en dehors. Ouais, voilà, t'as ta début de chaîne YouTube, mais il n'y a rien. La monétisation n'existe pas. Donc, en plus, je fais ça vraiment par passion. Alors, je l'ai déjà dit, je peux le redire. C'est une chaîne sur les effets spéciaux au début. C'est-à-dire que moi, vous l'avez compris, à ce moment-là, j'ai beaucoup de temps libre. Et donc, je m'intéresse à tout ce qui est montage photo, vidéo. Donc, toute la suite Photoshop, After Effects, Premiere Pro, tout ça. Okay. Et pour moi, vraiment, c'est de la magie. Aujourd'hui, on a l'habitude, même en un filtre, on va mettre des effets waouh. À cette époque-là, ne serait-ce qu'utiliser un fond vert, se faire apparaître, disparaître sur des scènes, c'est déjà... Ça n'existe pas en fait. Je veux dire, on voit ça que dans les films, tu vois. Là, on est en quoi, 2000 combien? Alors là, tant que je ne me trompe pas, on est en 2010, 2011. Oui. C'est vraiment les débuts de tout ça. Et faire des effets spéciaux de chez soi, quasi personne n'en fait. Donc moi, je tombe sur des chaînes américaines. Et là, je me dis, waouh, c'est impressionnant. Je cherche des tutos, j'apprends à le faire. Et là, j'ai vraiment l'impression de faire de la magie, tu vois. C'est-à-dire, avec After Effects, tu avais des packs de plugins. Et là, par exemple, il y a ton téléphone sur la table. Par exemple, je pouvais juste faire ça. Hop, et ton téléphone, il allait tourner devant moi. Et hop, il arrivait dans ma main. Tout déjà de base. Okay. Ouais. Sans forcément me faire de modélisation, pas rentrer dans les détails, mais directement avec des plugins, etc., que tu achetais, que tu installais. Et franchement, il y a vraiment un effet waouh. Et à tel point que quand je le montre à des camarades, ils sont là, waouh, comment c'est fait, tu vois. Ne serait-ce que sur une arme à feu fictive où tu tires, rajouter le rifle fire là au bout, ben, en fait c'est simplement une fausse flamme que tu rajoutes au montage. Mais déjà ça, les gens se disent oh, comment c'est fait, tu vois. Parce qu'on voit pas la différence à l'époque, on se dit c'est un vrai. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, maintenant notre œil il est un peu éveillé face à tout ça. On est capable de distinguer, etc. de plus en plus. Ben, c'est comme un peu si tu revois un film qui a 15 ans avec des effets spéciaux, tu le vois aujourd'hui, tu es en mode ça pique les affreux. yeux. Ouais, voilà, on est sur une vieille 3D dégueu, alors qu'à l'époque, c'était banger, quoi. T'étais là, waouh. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on en reparlera par la suite, c'est que tu as commencé sur YouTube en regardant États-Unis, enfin ce qui fonctionne, pour te dire, tiens, je vais... Et en fait, c'est un peu, on en reparlera après, mais c'est une bonne méthode, en fait, ça. On fait la même chose pendant 13 ans. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'ils sont toujours en avance. Je dis pas que c'est bien, que c'est mal, mais même du point de vue aussi des spectateurs, ceux qui consomment, pareil, il y a un temps d'avance, en fait, tu vois. Alors, je sais pas si c'est un temps d'avance dans le bon sens ou vers la décadence, peu importe, mais ils sont en avance, on peut pas dire le contraire. Et donc, ouais, je regardais ça et je me disais, tiens, en France, il n'y a pas beaucoup de chaînes d'effets spéciaux comme ça. Et ben voilà, j'en ai fait une, ça a trouvé son public, ça a bien marché. Et donc, je resitue, je suis à Clermont, je livre des pizzas le soir et parfois le midi, et je fais de mon temps libre des effets spéciaux. Et à chaque fois, je fais un effet, tu vois, et après, le tuto. J'explique comment j'ai réalisé cet effet. Ok, donc tu commences à avoir des abonnés qui te disent wow, merci, super, j'ai testé. Mais en fait, je le fais presque que pour ça, juste faire des vues, c'est marrant, mais après la communauté qui se crée derrière, parce que comme il n'y a pas de monétisation, à ce moment-là, en tout cas, je n'ai pas accès à la monétisation, puisque c'était assez difficile, il fallait rejoindre du coup un network qui est une espèce d'agence pour les créateurs, et tu étais obligé donc. Et voilà, j'avais pas de network, donc à ce moment-là, je le fais que par passion, quoi. Vraiment que ça. Et du coup, c'est la rencontre avec ma compagne, qui elle était dans les études, qui me donne envie, moi aussi, de reprendre quand même les études, parce que, je sais pas, c'est qu'à un moment donné, j'ai profité, et puis ne côtoyant non plus, pas non plus d'autres entrepreneurs, en fait, je sais même pas ce que c'est qu'entreprendre, en vérité. Moi, je fais des trucs parce que ça me plaît, mais je me dis pas, oh, je vais être entrepreneur, j'ai même aucune idée de ce que c'est, tu vois. Mais je rencontre quand même des gens, notamment, je sympathise avec le propriétaire de l'immeuble où j'étais. Et là, en fait, c'est des petites révélations comme ça dans ma vie, tu vois. Il m'explique qu'il possède tout l'immeuble, tu vois. Et là, je suis en mode, mais attends, du coup, on a bien Comment c'est possible d'avoir un immeuble? C'est ça, je savais même pas que c'était possible, tu vois. Je savais qu'on pouvait acheter une maison, un appartement, un immeuble, tu vois. J'avais même pas idée que ça se faisait, quoi. Et en fait, il m'explique et tout, crédit, effet de levier, etc., etc. Et en fait, c'est des rencontres comme ça qui, au fur et à mesure de ton avancée, te font tomber certaines barrières et tu dis, ah, mais ça, c'est possible. Ok, ça marche. Donc, suite à ça, nous, on s'installe sur Lyon cette fois-ci. Et là, je ferai une école d'art, tu vois. Parce que c'est ce qui matchait le plus avec ma passion, donc tu l'as compris, l'audiovisuel. Et tu continues la chaîne à côté? Ouais, exact, je continue la chaîne, et c'est justement dans cette phase-là que j'ai accès à la monétisation. Et tu montes ton visage? Ouais, je montrais mon visage, en effet. Ouais, parce que je me pose la question, et je me dis peut-être qu'ils vont se la poser, les gens, c'est... Alors pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas une chaîne avec 1,5 million d'abonnés, Hervé, VFX, tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors déjà, il faut savoir qu'à l'époque, il y a moins d'audience, tu vois, c'est-à-dire il y a moins de spectateurs, moins de
gens qui consomment. En plus de ça, moi, c'est une chaîne tuto. Donc, je suis pas dans le divertissement au sens large. Okay. Et tuto, c'est bien. Tu fais des vues sur la durée, mais c'est quand même très niché. Là, j'apprends comment utiliser un fond vert, comment, je sais pas, disparaître, etc. dans une vidéo. C'est pas ce que les gens ils ont envie de regarder le soir à 18h quand ils se posent sur YouTube. C'est très niché, ouais. Même aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment de gros youtubeurs sur cette thématique. Ouais. Alors là où ça aurait pu vraiment marcher fort et que ça l'a fait aux États-Unis, c'est vraiment t'arrives et tu fais limite une chaîne tuto, pourquoi pas, mais en vrai, ça a quasiment moins de sens, mais plutôt le côté divertissement, effet waouh, avec tous les effets spéciaux. Et là, tu peux en effet devenir viral, etc. Ouais, genre etc. Je refais le VFX de tel film, par exemple. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai, exactement. Comment refaire tel effet, tel machin. Je faisais aussi même, ça me revient là, en parlant, du maquillage aussi. On faisait beaucoup de maquillage avec du coup vraiment matériel pro, tu vois. Donc on faisait du faux sang, on faisait des fausses cicatrices, etc. Il y avait vraiment des tutos pour tout. C'était un peu tuto homemade cinéma, quoi. Tu veux créer des petits films, des petits trucs. Ouais, c'était chouette. Et donc, elle est où cette chaîne ? C'est une très bonne question. Oui. Donc en fait, j'ai accès à la monétisation. Là, ça y est, dans ma tête, ça fait vraiment un déclic. Je me dis, ok, j'envoie un fichier MP4 sur YouTube et derrière, je touche de l'argent en échange. Donc pour ceux qui ne savent pas comment marche, faire très rapidement le modèle YouTube, en gros, je caricature, c'est pas exactement comme ça, c'est les publicités affichées sur les vidéos qui me rémunèrent. Mais c'est pas faux de faire le raccourci, j'envoie une vidéo, je touche de l'argent, parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qui se passe, quoi. Et donc, ça reste des sommes très modestes, hein. À ce moment-là, donc, je suis étudiant, je ferai un BTS sur 3 ans, puisque c'est un BTS design graphique, il y a une année de mise à niveau, donc BTS qui dure quand même 3 ans, et du coup, c'est vraiment, durant la première année, en plus, on dirait, j'avais du temps avant, je savais pas trop quoi faire, je me mets dans les études, ça y est, il y a l'objet brillant à côté, je commence à faire de l'argent, quoi. Mais bon, du coup, pendant 3 années, je vais devoir composer à la fois avec YouTube qui me dit viens comme ça, regarde. J'ai de l'argent pour toi. Ça. Je dois composer avec ça et en même temps mon BTS et en plus vu que j'ai été déscolarisé pendant 3 ans, je peux te dire attends combien ? Ouais, c'est ça, j'ai été déscolarisé sur à peu près une période de 3 ans. Donc là quand je reviens, je suis hyper motivé, c'est-à-dire mes camarades de classe, c'est des gens post-bac, ils sortent du bac, hop, ils enchaînent sur un BTS. Toi t'es le plus vieux en fait. Ouais, voilà, je suis le plus vieux de ma classe, presque quand même. Il y avait un gars qui était plus vieux. Mais je reviens et je sais pourquoi je suis là, tu vois, parce que vraiment, j'ai profité, je me suis amusé, j'ai vu d'autres choses. Aussi, le fait de faire des boulots pas ouf, les missions d'intérim, j'en avais déjà parlé, j'avais fait du coup des trucs affreux, genre, je dis affreux, ceux qui font ça, franchement, tout mon respect, parce que moi, je l'ai fait pendant juste quelques semaines et je discutais justement avec une dame qui était avec moi. Vous allez voir, c'est en gros, t'es dans une usine où il fait froid, donc t'as la charlotte, t'as les bottes, t'as les gants, t'as tout, mais même avec ça, t'as pas vraiment chaud parce que c'est des gants en plastique côté hygiène, tu vois, c'est pas des moufles, hein. Donc du coup, les mains, t'as pas chaud, quoi. Et en plus, vu que t'as, je sais pas comment dire, de la vapeur un petit peu, ou alors t'as chaud, je sais pas, bref, c'est un peu mouillé dans tes gants, donc ça plus le froid, t'as vraiment pas chaud, quoi, tu vois. Et en gros, t'es là sur des sessions de plusieurs heures avec des tranches de saumon qui passent devant toi, t'as une pince à épiler, et vous savez le saumon que vous achetez là, qui est bien bon, qui est bien frais et tout. Bah en 2012, c'était lui. Eh ben ouais, peut-être vous avez goûté. Non, mais c'est pour dire que, en fait, t'as pas idée qu'il y a des métiers comme ça. Moi, je ne pensais pas. Ouais. Mais en fait, t'as les tranches de saumon qui passent et t'as un mec avec sa pince à épiler qui là, il fait oh, une arête. Tac, il enlève l'arête du saumon. Et comme ça. Et oh, tac. Donc du coup, tu touches le saumon qui lui est très froid parce que faut les normes, je sais pas, la chaîne du froid ou quoi. Et donc en fait, t'es là. Et je peux te dire qu'en plus, des fois, tu te piques le doigt, machin. Enfin, bref, affreux. Et il y avait une dame à côté. Et à un moment donné, on parle et tout. Je fais mais vous faites ça depuis longtemps ? Et je sais plus ce qu'elle m'a sorti, mais c'était des années et des années, quoi. Et moi, au bout de 2 semaines, j'avais qu'une envie, c'était de partir du truc, quoi. Enfin voilà, donc franchement, gros respect à ces personnes qui font typiquement vraiment... le genre de métier où là, une machine avec de l'IA qui fait... bah, j'imagine bien super, le truc. quoi. Ah ouais, carrément, maintenant, avec toute la techno qu'on a, ça identifie, oh, arrête, tac, hop là. Voilà. Et ouais, plus efficace. Après, ces gens-là, du coup, tu leur retires aussi leur métier. Et je pense que c'est comme tout, malheureusement, tu t'habitues à tout, au bon comme au meilleur, tu vois. Mais bon, ouais, vraiment pas facile. Et donc, pourquoi je te raconte tout ça déjà ? C'était quoi la question ? Eh ben, à cette époque-là, tu fais l'intérim, tu es sur la... Je sais. Et du coup, c'est après avoir fait des métiers pas faciles comme ça, voilà, que je me dis, bah en fait, être étudiant, c'est pas si mal. Voilà. Non, mais tu vois, parce que déjà d'une, t'as un peu cette promesse, hein, cette fausse ou cette vraie promesse, mais du coup, longues études, meilleur métier. Voilà. Et donc, je me dis, bah, j'ai vu ce que c'était, parce que j'ai quand même eu le bac, c'est vrai que j'ai pas dit, j'ai eu un bac technologique à l'époque. Et du coup, bah, là, les métiers que j'avais, il n'y avait même pas besoin du bac, hein, tu vois. Mais je voyais un peu avec un niveau d'études pas très haut, ce à quoi j'avais droit.
Et donc, je me dis, bon, j'aspire à mieux quand même. En plus, donc... design graphique, donc normalement, c'est que tu as un métier dans un bureau tranquille, t'es pas en train d'être dans le froid ou quoi. C'est ça. Et puis moi, en fait, si tu veux, j'avais un temps d'avance parce que vu que ma passion m'avait poussé du coup vers ces logiciels de retouche, etc., je peux te dire, sur les 3 années, première année, on touche pas au logiciel. Donc là... tu vois, ça m'embêtait parce que moi j'avais qu'une envie, c'était Photoshop, machin. Et c'est que la deuxième année qu'on commence à utiliser les logiciels, mais là j'ai un temps d'avance colossal parce que les autres découvrent tout juste comment utiliser le truc. Moi je sais déjà faire des tutos, j'ai déjà des chaînes, etc. Enfin, chaîne YouTube que je t'avais expliqué. Et donc, c'est durant cette période où je suis très motivé de retourner en cours parce qu'en plus, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je peux dire je fais des études. Donc on dit ah super, tu vois, c'est beaucoup mieux ça que passe bien, je fais machin, je fais truc, je fais pas grand chose en gros. Donc là, je fais des études, top. Dis-toi que je suis même délégué de classe, enfin je suis au top du top, je suis dans les meilleurs élèves de la classe, sauf qu'à côté il y a YouTube qui me dit mais viens et tu commences à gagner de l'argent. Ouais, alors les revenus justement, parlons-en. Au début je gagne rien, quand je te dis que je gagne de l'argent, je gagne 30 €, tu vois, 30 € par mois, mais c'est magique parce que depuis ma chambre, en faisant un truc que j'apprécie, j'ai de l'argent qui rentre. C'est quand tu fais un truc que t'aimes en plus. Ouais, c'est ça, je le faisais gratos. Donc si en plus un jour on te dit hey, tu sais quoi, ce que tu fais gratuit, bah maintenant t'es payé. Ah, t'es là, trop bien quoi. Et donc là, quand même, dans ma tête, ça doit être le côté un peu, je faisais de l'argent avec les consoles, donc du coup je voulais plus. Bah là, je pense que c'est un peu ça qui revient à la charge. Et en fait, je me dis waouh, je fais 30 €, bah qu'est-ce qu'il faut faire pour en faire 300, pour en faire 600 En fait, tu comprends... jeune quoi que l'argent c'est important dans la vie. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment manqué. Nous ma mère avait une situation modeste, donc ouais, je sais pas en fait, c'est peut-être aussi de voir que ma mère avait un métier pas facile. Elle faisait le SAV sur les plateaux téléphoniques là qui maintenant sont tous dans d'autres pays parce que ça coûte moins cher. Mais du coup, elle faisait ça en France et je vois que ça l'a quand même bien fatiguée, tu vois, etc. Elle rentrait du boulot, pas forcément de bonne humeur. Et en fait, là, tu vois, je me disais, c'est cool, je suis étudiant, c'est chouette, mais c'est quoi après, tu vois? Et après les études, bah du coup, ça va être un truc pas ouf. Donc en vérité, je sais pas, ça me motivait. Dans ma tête, c'était déjà le post-études, de toute façon, ça va pas être terrible. Bah, je sais pas, parce que là, en fait, j'aimais bien faire ça, mais derrière, c'est quoi l'issue? C'est tu montes ta boîte, en fait, de design graphique, etc. Mais même ça me branchait moyen. En fait, je savais pas trop où je voulais aller, et j'étais revenu dans les études pour justement être un peu dans cette bulle de on verra plus tard, le plus tard, il m'inspire pas trop, mais là, ça va. Tu vois, j'ai mes vacances, je fais un peu ce que je veux, je suis étudiant, c'est cool. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais juste avant ouais, c'est vrai que j'ai squeeze toute une partie. Mais juste avant en fait de quitter Paris, on revient un petit peu en arrière, j'avais commencé déjà un BTS après mon bac. Après mon bac, j'ai commencé un BTS informatique de gestion. Tu vois. Okay. Et là, pareil, moi, vu que je bidouillais des consoles, je tapais du code, j'avais vraiment un temps d'avance sur les autres, tu vois. Et en fait, je m'embêtais en cours. Pareil, j'étais, je crois, 5e de la classe. Et en fait, je savais même plus pourquoi j'y allais. Et si bien que c'était la même chose, en fait. J'étais dans mon BTS, je bidouillais des consoles, donc je faisais de l'argent, mais je me disais, je fais quoi après le BTS? Après, oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, si bien qu'à un moment donné, je voyais carrément plus de sens à y aller, alors que je faisais de l'argent avec les consoles, tu vois. Donc je me dis, pourquoi je continue à aller là-bas? Et un jour, je me suis levé de cours et je suis parti, en fait. Parce que éco, c'est là où j'étais pas à jour, tu vois, sur les cours d'éco. Et ça, c'est assez énorme, cette histoire. Déjà là, tu sais, j'y allais, mais franchement, j'avais plus goût à rien. Et pourtant, j'avais des bons résultats sur la partie dev et tout. Et un matin, je me pointe, on s'assoit, on ouvre nos cartables, nos sacs et tout. Et là, la prof, elle fait « Allez, contrôle surprise !» J'attends quand même de savoir si c'est vrai ou si c'était genre une espèce de blague et tout. Et là, c'est vraiment vrai, quoi. Et là, j'ai rien révisé, je suis total ramasse et tout. Et je te dis, il n'y a plus de goût. C'est le déclic qui a fait « Allez, ouais. Je me barre ». Et là, en fait, je me lève, je prends mon sac, je ferme mon sac, je le mets sur mon dos, je pars. De manière sereine, comme dans les films. Je suis jamais revenu. Dans la cour, j'appelle ma mère, justement, et je lui dis, ouais, là c'est bon, j'arrête les cours. Elle me dit comment ça et tout. Je lui dis non, bah là, je me suis levé, je suis parti, c'est fini quoi. Et dis-toi que j'avais quand même de très bons résultats. Elle t'a pas engueulé, elle t'a pas... Bah, en fait, au début, elle se dit c'est une période. Tu vois, elle se dit c'est bon, il y retourne lundi prochain. Il fait, je sais pas, un burn-out, même si ça n'existait pas trop à l'époque, etc. Mais elle se dit oui, je sais pas, il pète les plombs, mais il va y retourner. Même c'est inconcevable pour elle, tu vois. C'est du jamais vu. Mais là, à ce moment-là, donc, comme on a dit, j'ai 18-19 ans. Et en fait, c'est bête à dire, mais du coup, elle a beaucoup moins de pouvoir sur toi, même si, tu sais, t'étais là face à ta mère, tu dis, bah non, j'y vais plus. Elle dit, bah si, t'y vas. Bah non, j'y vais plus. Tu vois, et bon, bah ok. Même si, forcément, elle est inquiète, c'est ton avenir. Enfin, il y en a qui auraient dit, bah c'est soit ça, tu dégages de la maison aussi, tu vois.
Ouais, mais entre le dire et le faire, tu vas faire quoi? Tu vas prendre les affaires de ton gamin et tu vas les jeter par la fenêtre. Et là, c'est vrai. Maintenant, c'est sûr que tu veux pas retourner à l'école, quand même. Ouais, c'est vrai, non, c'est compliqué hein, quand t'as un enfant qui dit non, j'y vais plus. Mais en fait, il n'y avait plus de sens pour moi à ça. Si bien que, quand même, vu que j'avais des très bons résultats, du coup, je suis convoqué chez la psychologue de l'établissement, tu vois. Et là, elle est énorme cette histoire, je crois, je te l'ai peut-être déjà raconté en off. En gros, je suis convoqué, donc bon, j'y vais, tu vois, je dis pour qu'ils me foutent la paix, qu'ils comprennent que ça sert à rien de forcer, tu vois, parce que de leur point de vue, ils se disent il y a peut-être un souci dans sa famille, tu vois, parce que le gars il a des bons résultats et un matin il se lève lors d'un contrôle surprise, il revient jamais, tu vois. D'ailleurs, j'espère qu'il n'a pas traumatisé la prof ou quoi. Ça a été la fin des contrôles surprises. Non, mais voilà, c'est tombé sur elle malheureusement. Et donc je vais voir la psychologue. Et elle me pose plein de questions, tu vois. Et moi, de toute façon, c'est bon, dans ma tête, ça changera pas, tu vois. Et donc, j'en arrive même au point où, à un moment donné, je lui dis, mais vous, par exemple, vous, là, ce que vous faites, vous êtes heureuse de faire ça, etc. Et elle me dit, comment ça oui, c'est mon métier, tout ça. Je dis, non, mais c'est pas ça. Vous êtes heureuse de faire ça, tu vois. C'est un peu... Il a retourné le cerveau de la psy. Mais non, mais en fait, je me disais... À la fin, tu fais tes études. Franchement, études, je sais pas les souvenirs que vous avez de vos études, mais c'est casse-pied. Mais il y a quand même le côté, t'es avec les camarades, tu t'amuses, il y a un peu une certaine insouciance, etc. Quand tu es dans le monde du travail, en fait, c'est juste un peu, on t'explique que t'es là et tu vas y rester. Et un bon bout de temps. Là, on parle pas d'un BTS, d'un master. Là, c'est... Puis avec la retraite qui arrête pas d'être repoussée, trouver un métier qui te passionne toute ta vie, je pense que c'est pas facile, tu vois. Et donc, on en est là, on discute, et en fait, on arrive à la conclusion, même elle, tu vois, je lui explique, en fait, ça m'inspire pas tout ça. Moi, je veux faire d'autres choses, je sais pas quoi, mais ça je perds mon temps ici. Et en plus, c'était YouTube, c'était... C'est même pas là aujourd'hui, c'est des nouveaux métiers déjà, mais un peu plus acceptés. Mais alors à l'époque, j'imagine même pas. Ouais, puis là c'était la bidouille console. Mais je lui explique que je fais ça, mais elle doit se dire, il est complètement, complètement sur la ligne. Ouvrir un magasin de hack, de trucs. Ouais, voilà. Et dis-toi que ça existait à l'époque. C'était assez drôle. Il y avait vraiment des gars, mais tu sais, en règle, etc. Quoi. En fait, bien évidemment, ils se. C'est un peu l'image de, pour ceux qui ont connu. Alors là, attention, les boomers, on est presque des boomers nous aussi. C'est en mode ceux qui ont connu les lecteurs de DivX, etc. Ça se vendait à la Fnac. Hein, tu pouvais aller à la Fnac, acheter un lecteur de DivX et savoir que posséder des DivX c'était illégal. Voilà. Donc, mais on vend les lecteurs à la Fnac. Parce qu'en fait, tu as le droit d'avoir le DivX, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une copie en fait d'un film, quoi, une copie piratée, on va dire, mais tu as le droit d'avoir la copie si tu as l'original. Voilà. Donc, partant de ce constat, on vend des lecteurs de DivX à la Fnac. Ah oui, et le DivX, le lecteur lit aussi les DVD classiques, je crois. Oui, bien sûr. Ouais, ça lit les classiques et les copies, en fait. Voilà. Okay. Et donc, en fait, tu avais donc des boutiques qui vendaient des consoles modifiées, comme moi je le faisais du coup aussi. Enfin, je les bidouillais moi-même, mais voilà, eux, ils vendaient des consoles, ils vendaient tout. Mais voilà, c'était en règle. Donc, pour dire que c'était quand même une époque assez drôle. Aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus, parce qu'en effet, les règles se sont durcies, comme on a dit, c'est un business qui, aujourd'hui, n'existe plus vraiment, quoi, en soi. Voilà, c'était important de préciser ça, comme ça, rebelote, des années plus tard, je suis de retour à l'école, BTS Design Graphique cette fois-ci, sauf que la seule différence, c'est que je sais pourquoi je suis là, tu vois. Le BTS Informatique, je te dis, c'était la suite du cursus, j'en avais marre, et là, je suis hyper motivé. Comparé du coup aux gens qui sont post-bac, eux sont moyennement motivés, ils sont un peu comme moi à l'époque, si tu veux, ils en ont un peu marre, tu vois, et moi, voilà, donc à fond dans les études, mais à côté, les sirènes de YouTube qui m'appellent. Et donc là, ça va durer en effet 3 ans, où je vais devoir comme cela composer entre mon cursus scolaire que je ne veux pas laisser tomber cette fois-ci, et YouTube qui vraiment va prendre de plus en plus de place, à tel point que sur la dernière année, je suis à me poser la question à nouveau, est-ce que j'abandonnerai pas, quoi, tu vois. Parce que les montants, du coup, au début, tu me parlais de 30 €. Mais exactement, après, donc tu sais, tu te fixes des objectifs, et je pense que c'est important pour les gens qui vont regarder l'épisode, vraiment de se fixer des objectifs, mais atteignables, tu vois, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de devoir repousser toujours encore ces objectifs. Tu t'es pas dit, moi, je veux 10K par mois avec YouTube tout de suite. Non, déjà, dans ma tête, c'est pas possible. Je recontextualise vite fait, on est dans une époque où quasiment personne ne vit de cette activité. Hein. Vivre de la monétisation, de mettre des vidéos en ligne, ça n'existe pas. Quelle année à peu près, du coup, là ? Alors là, du coup, on est sur 2012-2013, tu vois. 2012-2013, ça n'existe pas, en fait. Aujourd'hui, ceux qui regardent, ils vont dire, si, il y a TikTok, il y a ceci, il y a cela. À l'époque, ça n'existe pas. YouTube, il y a Squeezie qui commence, quoi. Voilà, et encore, même là, on ne sait pas combien est-ce qu'ils gagnent, tu vois. On voit des Squeezie, on voit des Norman, des Cyprien, mais en plus de ça, c'est hyper modeste dans leur manière, tu vois. C'est le format un petit peu podcast, alors pas podcast comme nous, mais plus dans leur chambre avec une caméra devant eux, mais t'as aucune idée que les gars là que t'es en train de regarder sont
en train littéralement de faire des centaines de milliers d'euros, quoi, tu vois, parce que c'est très jeune en fait et très caché, tout simplement. Déjà à l'époque, ils faisaient, tu penses, ces montants-là Alors, je pense, oui, si tu faisais le bilan à la fin de l'année, c'était sympa, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça ne se savait pas. Et aussi, peut-être un truc un peu plus générationnel, on montrait beaucoup moins, tu vois. Alors, je pense que c'est vraiment à partir de là, les réseaux ont changé beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, c'est vrai que le m'as-tu vu sur Instagram, etc. On est dans une époque, on peut se le dire, tu vois, où vraiment aujourd'hui, les gens, dès qu'ils réussissent, très rapidement, tu vois, les signes de réussite, quoi, tu vois. Et du coup, moi, n'ayant pas été éduqué forcément là-dedans et étant dans un écosystème, si je me considère un peu dans YouTube et tout, où personne montre ça, je sens aucun besoin de montrer. Alors je parle un peu par la suite quand je vais faire vraiment de l'argent, tu vois. Mais pour moi, c'est normal de pas forcément le montrer non plus, tu vois. Donc du coup, premier objectif, voilà. Vivre, pas de YouTube du tout, mais réussir à payer ma cantine. Tu vois, je pouvais me payer ma Manger cantine. gratuitement, Voilà, premier objectif. Mais déjà, c'est trop bien. Tu te dis, tous les repas du midi, c'est gratuit. C'est de l'argent que je touche de YouTube pour une tâche que je faisais déjà avant, tu vois. Donc, impôt compris, du coup, là, à l'époque Alors, à cette époque-là, on peut en parler de l'imposition, c'est intéressant. Ouais, parce que... Ouais, alors, je suis donc étudiant, j'ai un prof d'éco, comme avant aussi, sauf que là, du coup, je suis à fond dans les études. Donc, je suis bien quand il nous explique certaines choses, notamment sur les entreprises, c'est intéressant, même si je trouve qu'au niveau de l'éducation, alors peut-être que tout ça a changé, mais à l'époque, franchement, t'apprends pas vraiment à devenir ton propre patron, etc. Et même, il y a plein de choses dont t'as pas conscience, notamment au niveau de la fiscalité, qui est, ma foi, très complexe en France. Et donc, je vais quand même lui poser des questions, parce que je me dis, voilà, moi, à qui je peux demander ça, tu vois, ma mère, elle était fonctionnaire, donc elle va pas du tout me renseigner là-dessus. À qui je peux demander ces informations? Et donc, après les cours, je vais voir mon prof et je lui explique que voilà, j'ai ma petite chaîne YouTube, je gagne un peu d'argent. Comment ça se passe, quoi? Parce que je sais qu'il faut payer de l'impôt, je sais pas comment, mais je le sais, tu vois. Et donc, déjà là, à chaque fois, et ça aura été un peu l'histoire de ma vie, je peux dire, sur ces 10-15 dernières années, c'est réexpliquer à chaque fois le modèle de YouTube. Parce que là, c'est toujours la même question, c'est mais qui c'est qui te paye? C'est YouTube, mais pourquoi YouTube te paye? Non, c'est les publicités. Bref, voilà. Donc, je lui explique. Et du coup, il me dit, bon, tu gagnes combien par mois? Et là, je sais pas, je dois approcher la centaine d'euros par mois, tu vois. Il me dit ça. Il me dit, bon, t'es étudiant, c'est pas ton activité principale, t'es étudiant. T'as un peu d'argent sur le côté. Il me dit, c'est bon, franchement, c'est bon. Rien à déclarer, il me dit. Je fais, ok, ça marche et tout. Donc, sur AdSense, enfin, YouTube, go, hein. voilà, let's go. Ceux qui connaissent pas, du coup, tu reçois un virement sur ton compte bancaire et point final, en fait. Tu vois, tu mets ton RIB et c'est bon. Donc, du coup, il se passe ça, je dis bon très bien, tu vois, il m'a dit qu'il n'y avait rien à payer, ça reste des petites sommes. En fait, il comparait un peu ça à quelqu'un qui vendrait, je sais pas, un bureau, un canapé, une machine à laver sur le Bon Coin. Tu rentres de l'argent, mais si ça reste anecdotique, c'est ok, quoi. Je reviens le voir quelques mois plus tard et je lui dis bon là maintenant je commence à gagner des 600-700 euros par mois. Comment je fais? Tu vois. Et il me dit ah ouais non là si là quand même là c'est récurrent, là on parle de revenus qui deviennent des revenus intéressants, ok là il faut déclarer, donc ce que je vais dire là c'était valable il y a plus de 10 ans hein, donc peut-être c'est pas très à jour, mais du coup il me dit auto-entrepreneur, tu vois, micro-entreprise, donc c'est un statut qui est parfait, gratuit à ouvrir, gratuit à fermer. Je fais ça. Et 20% d'impôt, quoi, à peu près. Ouais, je sais plus, ouais, c'est quelque chose comme ça. À l'époque, en tout cas, c'était 20. Et on va arriver à un autre problème juste après. Spoiler, ça continue d'augmenter. Et du coup, en plus de ça, il y a des plafonds sur ce statut, plafonds qui sont assez bas à l'époque. Depuis, ils ont été rehaussés. Mais c'était autour de 30-34 000 euros, je crois, un truc comme ça, à l'année. Donc en gros, si tu gagnais plus que ces sommes-là sur une année, eh bien, tu pouvais plus conserver ce statut, il fallait passer sur un autre statut. Bon, ça, je vais en parler juste après. Et donc, voilà, ça continue de se développer. Et quand même, par rapport à ma chaîne, je ne vous ai toujours pas dit ce qu'elle est devenue. Et bien en fait, cette chaîne, elle finira supprimée parce que je découvre un écosystème, je découvre que ça fait de l'argent. Et du coup, j'ai besoin de tester plein de choses pour découvrir. C'est le meilleur moyen, tu vois. Parce que, en fait, il y a plusieurs manières d'apprendre les choses. C'est soit tu suis un petit peu, je sais pas, le guide, tu vois. Je dirais que c'est un peu, voilà, quand tu es à l'école, on t'explique des choses, voilà, tu les assimiles. Et puis après, tu te dis, on m'a expliqué que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Ou soit tu vas tester des choses et par toi-même, tu vas comprendre, tu vois. Alors certes, tu vas faire plein d'erreurs, mais le but, c'est de tirer des leçons de ces erreurs et de comprendre justement le système, comment est-ce qu'il fonctionne, mais par toi-même.
Et après, tu connais parfaitement et même mieux que les guides. Exactement, parce que le guide ne va pas non plus t'expliquer tout, il va rester un peu sur les grandes lignes, et si tu fais par toi-même, bah, tu peux comme ça trouver des petits chemins de traverse. Donc là, on n'est plus sur la chaîne des effets spéciaux, tout Alors ça. si, justement, sur cette chaîne-là, j'aurais fait pas mal de tests, et ça finira delete, parce que j'ai pris des droits d'auteur, justement. Bah, tu vois, on pourra en parler rapidement. Sur YouTube, il y a une notion très importante qui est le fair use, c'est le fait de réutiliser le contenu d'un tiers à partir du moment où tu y ajoutes de la valeur. Un très bon exemple, ça serait notamment le fait d'utiliser des extraits, par exemple de la série Netflix, d'une série Netflix, peu importe la série, je vais choisir celle que vous préférez. Tu prends une série Netflix, tu prends des courts extraits de cette série, ok, et le but, c'est pas de la remettre sur YouTube comme ça, de manière « Oh, j'ai rendu la série accessible ». Non, pas du tout. Il faut que ça serve d'appui pour toi créer ton contenu. Donc, imaginons, je sais pas, une série, allez, on prend Squid Game qui est hyper connu. Imaginons, je veux révéler les secrets de Squid Game que toi, tu n'as pas vu en regardant la série. Il y en a des vidéos comme ça. Exactement. Là, je vous lâche carrément une thématique, tu vois. Et bien, en fait, c'est toléré par YouTube de réutiliser du contenu sous droit d'auteur, hein, Netflix quand même, mais parce que le but n'est pas de faire fuiter ce contenu, c'est justement de apporter de la valeur en donnant des informations que les gens n'auraient pas vues. Donc c'est vraiment une matière première. En fait, Netflix, il autorise dans le sens où il se dit, bah, les gens qui ont vu les secrets, ils vont peut-être vouloir aller voir la vraie série, donc ok, prenez notre contenu, c'est ça? Exactement, donc c'est vraiment gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment YouTube. Pour YouTube, c'est ok, tu ajoutes de la valeur. YouTube, c'est bon. Maintenant, l'autre truc, c'est les droits d'auteur. Et YouTube, là-dessus, c'est pas eux qui sont décisionnaires. Donc, du coup, l'ayant droit, c'est Netflix. Si Netflix ne dit rien, on est OK et OK, ma vidéo peut sortir. Okay. Voilà. Je parle de ça parce que c'est un concept, le fair use, que je vais vraiment utiliser à toutes les sauces. Et donc, en effet, j'ai ma chaîne d'effets spéciaux où je fais beaucoup de tests et je vois justement les problèmes de droit d'auteur, des choses à faire, des choses à pas faire, mais encore une fois, j'apprends. Et à côté, une fois que j'ai bien compris les limites, du coup, à pas dépasser, je mets tout ça en application sur d'autres chaînes YouTube. Et là, à gogo, on commence à en lancer plusieurs. Alors, je dis on parce que, comme je l'ai dit, je suis dans les études, donc j'ai pas tant de temps que ça. Et en fait, ma compagne, qui est toujours la même, hein, et qui est jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit, du coup, commence à m'assister en fait sur certaines tâches. Je lui dis, regarde, ça marche, on va faire des compilations de ça, mais il faut quand même ajouter de la valeur, sinon YouTube, machin. Je lui explique un peu les règles, du coup, que j'ai découvert, parce que tu n'as pas le guide parfait de comment faire ceci ou cela sur YouTube, surtout à cette époque-là. Donc, du coup, avec les tests que j'ai faits, ce que j'ai compris du système, j'applique, et c'est comme ça que du coup ma femme devient un peu mon assistante. Alors elle, je vous ai pas dit ce qu'elle fait dans sa vie, mais c'est pareil, en fait elle a laissé tomber les études qu'elle faisait à Clermont, et là le fait de venir à Lyon tous les deux, elle réenchaîne aussi sur un BTS, mais un BTS qui sera juste sur 2 années, là où le mien, comme je l'ai dit, est sur 3 années. Donc si tu veux, sur cette dernière année, elle est full YouTube. Voilà, elle a beaucoup plus de temps, et elle est full YouTube. Et d'ailleurs c'est assez drôle, parce que moi en cours j'ai sympathisé avec un pote qui est devenu un bon copain, et en fait c'est une école que j'ai fait qui est très sélecte, elle tient à ses 100% de réussite, il n'y a pas de redoublement possible, donc en gros si à un moment donné t'as pas le niveau, tu vois la porte elle est là-bas, tu vois, non mais c'est un peu ça. Et donc lui il s'est fait éjecter, il a fait une année, la première année c'est une année de mise à niveau, ensuite une année de BTS, et la 3e année il était plus là quoi. Et donc j'ai ce pote. Tu as 2 personnes full-time pour toi, entre guillemets, pour tester. J'allais le dire justement, mais tu as deviné, voilà, j'ai ce pote en fait qui a tout son temps libre. Moi, ce qui me manque, c'est du temps justement. Et donc je lui dis, YouTube, il y a un truc qui commence à marcher, là, si t'es chaud, vas-y, rejoins quoi. Et donc en fait, c'est assez drôle. C'est là où tu vois directement, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de faire un truc, tu vois. Et tu arrives à mettre dedans des gens, ils ont confiance en toi, c'est ça aussi? Ouais, en fait, j'ai besoin de personnes de confiance, qui me connaissent. Et même moi, j'ai quand même un peu cette sensation-là que je viens de mettre le doigt sur un truc. Il y a de l'argent, tu vois. Ça a commencé à combien? Déjà, tu vois, déjà, les consoles, je trouvais ça cool parce que je me disais, personne ne sait le faire, ce que je fais, ou très peu de gens. Et il y a de l'argent, tu vois. Et là, c'est pareil, je me dis, tout le monde est... Vraiment, ils ont un temps de retard, mais phénoménal. Mes camarades de classe, qui sont plus jeunes que moi, du coup, pour le coup, tu vois. Mes camarades de classe, quand je leur explique vite fait ce que je fais, c'est pas que je veux leur dévoiler, mais en fait, ils me voient. En cours, eux, ils sont en train de bosser sur faire des sites web, faire des flyers, faire des machins. Moi, je suis en train de mettre bout à bout des vidéos de football, etc. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais, Hervé? Et je dis, non, mais t'inquiète, ça me fait de l'argent. Ils disent, comment ça? Tu vois, même eux ne comprennent pas, parce que ce modèle économique, il faut bien se dire qu'il est inconnu à l'époque. Est-ce que tu viens de lâcher une thématique?
Peut-être. Je vais en lâcher plein, punaise. Non, mais voilà. Et donc, en effet, j'ai besoin de temps parce que j'arrive plus trop à composer entre les projets et les projets scolaires, bien sûr, et YouTube. Donc, il y a ce camarade. Je lui dis, bah, écoute, alors camarade qui deviendra un grand associé, qui me suivra en Andorre, etc. Tu vois. Ah oui. Je mets des petits spoilers comme ça. Et donc, c'est assez drôle parce que le matin, je me lève, prêt à aller en cours. Cet associé vient du coup à l'appartement. Et là, lui et Charlène travaillent pendant que moi je suis en cours. Donc là aussi, il fallait de la confiance. Ouais. Et toi, tu es en mode, ok, je reviens le soir, et ils ont fait plein de trucs, et toi, tu reprends du coup le soir. C'est ça, ouais. Il m'arrivait même, alors là, c'était moins bien, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Je te dis, j'avais des très bons résultats, donc il n'est pas question que l'école m'éjecte. Et il m'arrivait même de sécher des fois, en mode, c'est quoi les cours cet après-midi ? C'est bon, j'y vais pas. Foutre, j'ai 3 000 € à faire. Voilà, il faut que je fasse de l'argent, quoi. Et là, on est rattrapé par un nouveau problème. En fait, on gagne trop d'argent. Comme je l'ai dit, ce statut, il est plafonné, tu vois. Et du coup, ça monte. Et on se dit que si ça continue comme ça, on va péter le plafond, quoi. Et du coup, après, de mémoire, à vérifier tout ce que je dis là-dessus sur la fiscalité, du coup, il fallait passer entreprise individuelle. Et là, c'était plus la même histoire, tu vois, niveau fiscalité. Donc, en fait, tout ça, je l'ai su. Parce que même mon prof d'éco, du coup, à qui je montrais un peu tout ça, tu sais, dis-toi, c'était assez drôle. Il y avait presque une petite habitude, genre une fois par mois, je disais, on peut se voir à la fin du cours. Et puis, il savait de quoi j'allais lui parler, tu vois. Et je lui montre les revenus qui augmentent toujours. Et même là, dis-toi, lui-même me dit, là, Hervé, je suis plus trop compétent. Faudrait que tu ailles voir un fiscaliste, en fait, tu vois. Dépasser mon niveau, Hervé. Ouais, et puis surtout qu'à mon avis, il voulait pas avoir l'étiquette du gars qui te donne du conseil, alors que lui n'est que prof, en fait. Tu vois, il n'est pas là pour me dire fais ça s'il y a un pépin ou quoi, tu vois. Donc en fait, c'est ce chose que j'ai fait. J'ai été voir un fiscaliste et puis c'est là où vraiment il m'a tout expliqué. Je réexplique comment sont générés les revenus, tout ça. Et puis voilà, il nous a dit tu vas passer tel statut. Et là, c'est la douche froide. Là, ouais. Alors là, déjà, je comprends qu'il y a la moitié de ce que je gagne sur YouTube qui saute, en fait, littéralement, à peu près, parce que là, on a atteint, je te dis, à l'année, on était plus proche des 40 000 que des 30 000, tu vois, et c'était exponentiel. Donc là, on voyait que ça décollait super fort. Et c'est ça, en fait, c'est un sur peu la douche froide. Plusieurs chaînes, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Je commence à faire de plus en plus de chaînes. En fait, vu que j'ai la recette, j'ai la méthode, en fait, je me dis pourquoi je ferais qu'une seule chaîne, tu vois. Donc en fait, j'en fais une, on la lance, j'en fais une autre, etc., etc. Donc on commence tout doucement à se rapprocher du réseau de chaînes, qui est au début juste quelques chaînes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens parfois qui me demandent ouais, mais au début, comment t'as fait pour gérer plusieurs chaînes ? Voilà, vous avez la réponse. Au début, on a très rapidement été 3, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a tout ça. Ça, c'est la situation. Du coup, on est en 2014 à ce moment-là. Et ma compagne, en fait, bon, avant de dire ça, on se renseigne un peu du coup sur déjà fiscalement. Tu vois, qu'est-ce qu'il existe dans les autres pays, comment ça se passe, etc. Dubaï, c'est pas du tout la mode. Il y a vraiment un côté Dubaï, si tu y vas, c'est que tu as des choses pas clean, tu vois. Et puis c'est loin. Donc ma compagne est assez proche de sa famille, tout ça, on n'a pas envie de partir à l'autre bout du monde non plus. On est attiré par l'Angleterre, je sais plus, on avait vu des histoires un petit peu, des zones où il n'y avait pas d'impôts, je sais pas quoi. Et puis en fait, on entend parler de l'Andorre pour 2 raisons. Premièrement, fiscalement c'est intéressant. Alors dis-toi que c'est quand même l'année où ils rajoutent des impôts. Avant, Andorre... C'était 0. Ouais, avant 2014, pas d'impôts en Andorre. 2014... impôt en Andorre. Mais 10%. Voilà. 10% sur plus l'infini, en fait. Il n'y a pas de, comme en France, des paliers, etc. Là, c'est combien tu as fait ? 1, ok, tu as fait 100 000, c'est 10%, tu as fait des millions et des millions, c'est 10% aussi, tu vois. Donc du coup, Andorre, sympa. Et en plus de ça, j'ai une opportunité sur certains projets YouTube de collaborer aussi, donc avec quelqu'un qui est en Andorre. Donc et ça, là, tu les rencontres comment, ces gens-là ? Sur les réseaux. En fait, tout doucement, en fait, tu vois un peu des concurrents, des chaînes, et puis ils t'envoient des messages. À l'époque, dis-toi, sur YouTube, il y avait un système de messagerie. Sur YouTube, tu pouvais envoyer un message. Maintenant, il n'y a plus. Il y a juste un système pour mettre un mail, à la limite, ou le commentaire, bien sûr, les commentaires. Mais du coup, tu avais un système message privé, quoi, private message. D'accord. Et du coup, j'avais DM des personnes, on avait échangé un petit peu. Et du coup, il y a 2 choses positives à l'Andorre, tu vois, comme j'ai dit, fiscalité et possibilité de collaborer avec quelqu'un. Bref, c'est pas loin de la France, 3e truc. On est à 2h30 de Toulouse, tu vois, c'est vraiment pas loin. Bon, on est un peu loin de Clermont, de Lyon et de Paris notamment. C'est que j'ai toujours un tout petit peu de famille. Mais on se dit, écoute, ça se fait en voiture, let's go, quoi. Et donc là, pendant que je suis toujours étudiant, j'ai ma compagne qui, elle, comme j'ai expliqué, elle avait fini les études plus tôt, elle était à temps plein sur YouTube, qui... part en direction d'Andorre. Toute seule, avec son sac. Alors, la vérité, au début, il y a sa mère qui l'a accompagnée juste quelques jours, et après, elle est vraiment toute seule dans la principauté. Donc ça, t'as aussi trouvé quelqu'un, c'est ça qui est intéressant, c'est qui t'a suivi, qui est en mode allez, j'y vais, let's go, toute seule.
Bah franchement, ça c'est cool. Elle m'a jamais freiné dans mes projets. Tu vois, genre, même tout ça, là, c'est vrai que je suis passé directement à YouTube et tout, mais à côté, je testais toujours des petites choses. Tu vois, j'avais fait un petit peu d'affiliation, 2-3 bricoles sur Internet. Je testais des choses et à chaque fois je me disais soit c'est trop chiant pour gagner pas grand chose, soit du coup bah ça fonctionne pas. Enfin voilà, j'ai essayé quand même pas mal de petites choses. Encore une fois, c'était il y a plus de 10 ans, tu vois, donc c'était pas les mêmes business. Mais j'étais curieux, je faisais des petits trucs. Je me souviens dans notre salon, j'avais acheté des petits PC avec le peu d'argent que je gagnais sur YouTube. J'avais acheté des PC, je faisais tourner des serveurs. Enfin, j'étais curieux, j'essayais pas mal de choses et vraiment. Tu minais du Bitcoin? Non, c'est vrai, j'aurais dû. Ah ouais, c'est clair. Mais du coup, non, en plus du Bitcoin, c'est marrant, ouais, pour la petite anecdote, j'en ai eu à un moment donné. Mais pas en mode je le stack, je le garde, parce que j'en avais besoin du coup pour payer des gars qui faisaient des trucs sur le web un peu sombres. Mais du coup, j'en ai eu dans les mains, quoi. C'est assez drôle en 2011, tu vois. Bon, attention, c'était des 40 balles, des 50 balles, mais du coup, les mecs, tu pouvais les payer que en Bitcoin. D'accord. Et du coup, à l'époque, tu n'avais pas les exchanges, donc tu passais sur des plateformes. Je sais plus comment ça se passait, mais c'est des gars qui avaient du Bitcoin eux-mêmes. Et en fait, tu avais un tiers de confiance, la plateforme, t'envoyais tes sous et eux t'envoyaient le Bitcoin. Ils faisaient un peu ce que fait un exchange aujourd'hui, type, bon, je ne vais pas dire les noms, mais les plus gros exchanges, quoi, les plateformes. Mais même ces plateformes-là n'existaient pas, quoi. Donc c'était vraiment très 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 early. Mais bon voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Moi je vis pas du tout avec des regrets, tu vois, je suis vraiment en mode, déjà je suis content de ce que j'ai mis en place. Et puis en fait c'est un peu l'effet papillon. Si tu modifies un truc pour améliorer, à tout moment tu détruis autre chose. Donc en vrai, très très content, il vaut mieux se concentrer sur le futur que les potentielles opportunités que tu as loupées. De toute façon, des opportunités on en loupe tous les mois, j'ai envie de dire. En ce moment là tout va très vite avec l'IA. Faut juste saisir les prochaines, tu vois. Il y a aussi ce fameux truc, et il y a beaucoup qui, moi je l'ai eu aussi au début, c'est le truc de l'objet brillant, c'est-à-dire aujourd'hui, l'IA, ça, si, les cryptos, les NFT à un moment, etc. Ouais. Et toi, en fait, dès le début, tu t'es dit, bah YouTube, let's go, je vais pas aller faire 1000 choses, en fait, YouTube. Bah, je dirais qu'à l'époque, il y avait moins d'objets brillants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une époque où tout va très très vite. Et en fait, un mec qui veut se mettre sur un business, il y a beaucoup de business où c'est récompense différée. Tu vois. Et ça, les gens ont du mal avec ça. C'est-à-dire, tu vas fournir un effort et le résultat, tu l'auras peut-être dans plusieurs semaines, plusieurs mois, et les gens n'ont pas l'habitude de ça. En fait, c'est assez drôle, il y a une image qui représente bien ça. Tu sais, c'est vraiment le salarié, tu vois, qui a l'habitude de, du coup, faire une tâche. Hop, il touche, on va prendre des images, il touche 1 euro, tu vois. Il fait sa tâche, 1 euro, sa tâche, 1 euro, sa tâche, 1 euro. Voilà. Il a compris qu'échanger son temps contre de l'argent, bah, c'est facile, tu vois, entre guillemets. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et à côté, tu as l'entrepreneur. Il travaille, en face, il y a 0 euro. Il travaille, il y a 0 euro. Il travaille, il y a 0 euro. Les semaines passent. Et d'un coup, il y a une montagne, tu vois. C'est vraiment ça. Et il faut le comprendre. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Je l'ai vécu. Et je le vois des fois avec des personnes que j'accompagne ou quoi. Parce que, bon, pour en parler rapidement, mais j'ai un petit accompagnement sur le côté maintenant, que j'ai lancé, du coup, il y a 1 an et demi tout juste. Mais tout ça pour dire, les gens, quand on voit le résultat, tu sais, quand on voit où en est telle personne, on se dit, ok, moi aussi, je vais faire les mêmes choses, j'aurai les mêmes résultats et j'arriverai à la même situation. Sauf qu'il y a 5 ans, 10 ans derrière. Voilà, déjà, il y a des années de travail. Et de galères. Il y a eu des opportunités aussi. Tu vois, typiquement, on parlait de crypto, un mec qui s'est enrichi avec le Bitcoin, tu dis, ok, parfait, explique-moi comment faire. Bah frérot, l'opportunité était... Moi j'étais là en 2010. Mais c'est ça, voilà comment j'ai fait. Et donc en fait, c'est des schémas qui sont compliqués parfois à reproduire. Moi, il y a eu des très grosses thématiques qui ont fait exploser mes chaînes, tu vois. Mais aujourd'hui, si je voulais refaire la même chose, ça va pas être exactement possible. Il va falloir que je trouve d'autres thématiques dans, du coup, d'autres périodes de temps, tu vois. Mais une fois que tu as la recette, que tu as compris comment ça marche, ça aide quand même beaucoup parce que c'est des cycles. C'est un peu comme, on peut refaire le parallèle avec la crypto. Un mec qui a vraiment compris comment ça marche, qui sait identifier un cycle haut, un cycle bas, etc., bah, il va pouvoir, peut-être pas à la même échelle, mais reprofiter à ce moment-là de la prochaine hausse des crypto-monnaies. Tu vois, une fois que tu as compris quelque chose et qu'il y a de la récurrence. Tu vois. Donc sur YouTube, c'est la même chose. Certes, il y a beaucoup plus de concurrents, mais il n'y a jamais eu autant de spectateurs. Donc voilà, on est vraiment... Dans cette période, ma compagne s'installe en Andorre. Moi, il me reste 1 année à faire, à terminer. Elle était affreuse. Dis-toi que même à la toute fin, j'étais à 2 doigts de lâcher parce que je commençais vraiment à gagner des bonnes sommes. Là, ça devenait très intéressant. Et là, ce qui est marrant, c'est que mon associé, du coup, qui lui avait quand même son appart sur le côté, donc il venait, j'ai expliqué la journée quand moi j'étais en cours, et puis il repartait le soir. Bah là, du coup, vu que ma compagne n'était plus là, bah, du coup, il s'installe carrément à l'appart, tu vois. Donc on est tous les deux. Et c'est énorme, ça devient une espèce de coloc. Et en gros, moi, le matin,
avec mon sac à dos. Je fais, bon, allez, à ce soir. Lui, il est en train de dormir dans le canapé. Je fais, allez, à ce soir. Je vais en cours, etc. Déjà, j'ai pas envie d'y aller. T'as des photos de ça, je crois. Ouais, il y a quelques photos. On pourra peut-être en mettre, c'est marrant. Ouais, on verra. Ouais, mais c'était un bazar dans le salon parce que c'était un petit appart en fait. Donc, t'avais à la fois le sèche-linge, à la fois on avait commencé à tourner aussi des vidéos de déballage d'objets. On achetait des objets sur le web et on faisait des unboxing. En fait, c'était la mode d'unboxing. Et donc, il faisait ça, lui, la journée. Donc, en plus, on avait un setup, mais un setup qui n'en était pas trop un, tu vois. On avait mis une pauvre table contre le mur, on avait mis une feuille, et du coup, il était là, comme ça. On filmait à l'iPhone, hein, bien sûr, il n'y avait pas de caméra. C'est les débuts. Et les débuts, c'est drôle. Moi, je trouve c'est toujours marrant de voir un petit peu comme ça, avec si peu de moyens, comment on arrive à faire des grandes choses, tu vois. Et donc voilà, tout ça évolue très bien. Je fais mon examen, j'arrive à tenir jusqu'à ce moment-là. Et dis-toi, le BTS passé, alors je sais pas encore si je l'ai ou pas, mais l'examen terminé, le lendemain, camion de déménagement, bim, Andorre. Et l'associé, il vient en plus, parce que du coup... Ah oui, du coup, il a déménagé avec toi. Il m'a suivi, ouais, bien sûr. Du coup, on s'installe ici. Du coup, ma femme, qu'elle avait déjà créé un petit peu la boîte, tout ça, c'est parfait. On est en règle, on a nos papiers. Et là, vraiment, il y a un côté en mode, waouh, quand je vois ce que j'ai réussi à mettre en place, alors que j'avais un peu des chaînes, tu vois, l'école, etc. Chaîne fiscale, chaîne école. Ouais, en fait. Encore la fiscalité me freinait pas tant que ça, tu vois. Mais c'était mon temps, il me manquait du temps. Et là, tu sais, t'as l'impression, bam, libéré. Genre là, je vais pouvoir y mettre, je sais pas, 14 heures par jour si j'ai envie, quoi, tu vois. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. Ouais, du coup, par contre, derrière, c'est ça aussi, c'est que c'est quand même beaucoup de travail. Surtout quand tu n'as pas de guide, en fait. Quand tu n'as pas de guide, c'est ce que je disais, t'expérimentes tout. Donc, ce qui est pas mal, c'est que tu vas trouver peut-être d'autres chemins, d'autres techniques, mais ça prend un temps fou, quoi. Ça prend un temps fou. Alors que quand tu as un mec qui te prend par le col et qui te dit, tiens, il faut faire ça, tout ça, j'ai déjà testé, ça marche pas, ça marche et tout. C'est ça la bonne méthode. Qui te fait un feedback aussi. Ouais, bien sûr. C'est ça aussi les trucs des accompagnements aujourd'hui. Le mec, il a 10 ans d'expérience, il te dit, bah non, va pas là-dessus, alors que toi, tu aurais pu perdre 3 mois, quoi. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard, mais déjà à l'époque, il n'y avait personne pour me former là-dessus, donc j'ai appris par moi-même. Et en fait, tu apprends énormément, parce qu'on dit toujours hein, le réseau. Et en fait, pourquoi le réseau ? Mais tout simplement parce qu'en fait, tu vas profiter mais d'années entières d'expérience. Demain, je sympathise avec, et ce qui sera le cas en plus, c'est marrant, quelqu'un qui est un pro dans l'immobilier. En fait, il m'amène des connaissances du savoir, et en le côtoyant, je sais pas, 6 mois, t'as appris mais des trucs qui t'auraient pris des années et des années, tu vois. Et c'est pareil pour n'importe quoi. Expert dans tel domaine. En fait, t'as une source de savoir folle, quoi. Et souvent, ça marche un peu comme ça dans l'entrepreneuriat. C'est des échanges un peu de bons procédés, tu vois. Genre, par exemple, si on passe une après-midi à échanger sur mon business, comment il marche, bah, il y aura une autre après-midi où c'est l'autre personne qui t'apporte de la valeur. Et souvent, c'est un peu comme ça. Je sais pas, ça se fait de manière tacite, en fait. Tu vois, on dit pas, voilà, je vais parler 2 heures de mon business, tu parleras 2 heures de ton... Mais en vrai, c'est comme ça que ça se passe. C'est les relations humaines, en fait, c'est ça. Ouais, c'est un peu du bon sens. C'est tu t'es ouvert à moi, tu m'as appris des choses, bah, tu te sens un peu redevable normalement. Et tu as envie même de partager. Même moi, je sais, mon business, bah, j'en parle souvent parce que bah, ça me passionne, tu vois. Avant même de parler d'argent, c'est une passion. Je trouve ça fou le montage vidéo. Aujourd'hui, bien évidemment, au bout de tant d'années, j'ai des équipes et je délègue une grande partie du travail parce que la magie, c'est un peu estompé quand même. Si tu me dis, oh Hervé, on a une énième vidéo à monter, je suis là, tu vois. Ouais. Mais je trouve mon plaisir dans autre chose, dans le fait de superviser, de trouver les thématiques, d'identifier ce qui marche, etc., etc. Bref, super intéressant. Et donc là, ça y est, je suis en Andorre. Donc on est fin 2014 à peu près, tu vois. En Andorre, installé. Du coup, on connaît personne par contre. Donc c'est à nouveau un reset, un reboot, comme je disais. Je quitte Paris, bah là, du coup, je quitte la France. J'arrive en Andorre. Il faut se familiariser un peu avec tout ça. Vous ne parlez pas espagnol ni catalan? Je parle pas catalan ni espagnol. Ici, ouais, la langue, c'est le catalan. Et c'est vrai qu'on parle que français. Alors, heureusement, il y a quand même pas mal de personnes qui parlent quand même français. Beaucoup de jeunes ici, c'est leur langue secondaire. Ou même, tu vois aussi déjà des Français. Donc, c'est vrai que ça aide quand même. Mais c'est surtout qu'en fait, on est 3. Et on sait pourquoi on est là. On n'est pas venu ici faire des vacances. On est venu ici pour bosser à fond, quoi, tu vois. Donc, en fait, on bossera vraiment à fond. En l'espace de moins de 3 ans, on fera plus de 3000 vidéos. On va produire à fond à la chaîne des vidéos. Moi, déjà, à ce moment-là, je produis quasi plus rien. C'est du coup ma compagne et mon associé qui, eux, produisent le contenu. 1000 vidéos par an? Ouais, à peu près, ouais. On est sur un bon rythme. Vous voyez le rythme de fou, là. En fait, ça fait quoi? Ça fait 3 vidéos par jour?
Ouais, c'est ça, sachant qu'il y a des contenus faciles à produire et d'autres quand même plus compliqués, ou comme je l'ai dit, il faut acheter des objets qu'on déballe, etc. Il y avait un peu d'unboxing là encore, ouais, unboxing. On avait fait aussi des thématiques sur du learning, tout ça. Enfin, learning, du coup, apprendre des choses, soit tutoriel, tu vois, ça peut être du learning aussi. Tutoriel, je sais pas, j'ai pas envie de lâcher trop de thématiques ici, mais tu vois. Unboxing, ouais, comme ça, c'est un peu vaste, mais je sais pas, t'as des thématiques qui s'essoufflent jamais, comment faire un nœud de cravate, par exemple, tu vois. C'est des trucs tous les jours, t'as des dizaines de milliers de personnes qui vont sur YouTube et qui cherchent comment faire un nœud de cravate. C'est des evergreen, tu vois, des thématiques qui font des vues en permanence. On se rend même pas compte qu'il y a une chaîne YouTube derrière, on regarde et on se barre en fait. C'est ça. Comment faire cuire du riz, tu vois, tu te rends pas compte, mais combien de personnes chaque jour cherchent comment faire cuire du riz. Bref, voilà un peu le genre de thématiques sur lesquelles on se positionne aussi. Et donc, en fait... Et niveau argent, à peu près? Ouais, alors là, par contre, là, ça commence vraiment à bien marcher. Ouais, ça commence à bien marcher. C'est difficile, hein, parce que moi, si tu veux, je sais que je fais de l'argent, je suis bien dans ma tête. J'ai pas besoin de savoir exactement combien j'ai fait ce mois-ci, je m'en fiche. Je vois que l'argent rentre. Derrière, fallait qu'on divise, on était 3. Comme je dis, on a aussi un peu de coûts. Alors forcément, on va du coup prendre un local où c'est qu'on installera tout notre matériel, les caméras, tout ça. C'est marrant, on a vraiment des pièces de tournage, des pièces du coup avec les postes informatiques. Vous professionnalisez. Voilà, c'est ça, mais sans savoir une fois de plus vraiment ce qu'on fait. Ça me fait un peu penser... pas du tout les mêmes échelles, rien à voir, mais tu sais, à Mark Zuckerberg, c'est marrant, tu sais, il s'est pas levé un matin en disant je vais créer le plus gros réseau social du monde. Déjà parce que les réseaux sociaux, ça n'existait pas vraiment, et en plus de ça, il savait pas ce qu'il faisait, quoi. C'est-à-dire, il a fait un espèce de truc, je crois, à la base. Tu as 2 images, et du coup, tu devais voter pour l'un ou pour l'autre, et en fait, il fait ça, je crois, au sein de son établissement scolaire, quoi. C'est ça, ouais. Et puis ensuite, ça prend, ça lui donne des idées, ça grossit, et ça deviendra, du coup, Meta qu'on connaît aujourd'hui. Bon, moi, à une autre échelle, bien sûr, mais pareil, en fait, c'est juste du bon sens. On sent qu'il y a du potentiel, on se développe, on réinjecte aussi pas mal dans notre business, comme j'ai dit, matériel, tout ça. Et en fait, envie de faire grossir ça au maximum. Il n'y a pas la notion de on gagne, j'en sais rien, tiens, on a fait 10 000 chacun ce mois-ci, on profite un peu. Il n'y a pas ce truc-là. Non, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai vraiment cette sensation j'ai trouvé une mine d'or là, et ça va s'arrêter du jour au lendemain. Franchement, je me dis, c'est pas possible de gagner autant d'argent en faisant ça. Tu vois, je veux dire, il y a des gens... Surtout en 2014, aujourd'hui, tu vois les gens, mais ouais. C'est ça, aujourd'hui, on le sait que ça fait de l'argent, on voit des mecs qui achètent plein de trucs, etc. Mais à l'époque, vu que tu le sais pas, je me dis, là, il y a une anomalie, tu vois, et j'en profite au maximum. En plus, c'est totalement légal, je fais des vidéos sur YouTube, YouTube me paye. Et par rapport à d'autres business que je découvrirai plus tard, c'est vrai que le modèle de YouTube, qu'est-ce qu'il est simple. Mais qu'est-ce qu'il est simple? C'est-à-dire, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de colis à expédier, tu n'as pas d'SAV, tu n'as rien. Il n'y a pas de prestataire à l'époque, en plus, vous faites tous en à plus, 3. On fait ça ensemble à 3. Donc, on collabore avec personne de l'extérieur. Seul truc qu'on fait, on fait des vidéos, on les dépose sur une plateforme et on reçoit un paiement. C'est vrai que ça paraît un peu un cheat code. C'est abusé, franchement, c'est clairement fou. Et du coup, on va scaler ça à fond. Le problème, c'est comme dans chaque business, déjà, je te dis, je me disais que ça ne pouvait pas durer éternellement. Eh bien, en effet, 2017, grosse mise à jour sur YouTube, changement de beaucoup de règles. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas toutes ces règles-là. Pour être monétisé, il faut 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Ah oui, dès le début. Ça n'existe pas. Tu créais ta chaîne, tu pouvais être monétisé. C'était fou. Les dollars jaunes, tu vois, aujourd'hui, si tu as un contenu du coup qui est un peu violent, un contenu qui ne respecte pas certaines règles YouTube, bam, démonétisé. Ta vidéo ne fera pas un seul dollar. À l'époque, ça n'existe pas, tout simplement. Donc du coup, c'est un peu, je dirais, le Far West de parce YouTube. Que tu pouvais mettre des films X dessus quasiment. Alors X, non, parce qu'il serait tombé dessus, là, c'est la chaîne qui saute. Bon, mais je veux dire, tu pouvais mettre un film, par exemple, là, tu crées une chaîne YouTube, tu mettais carrément, on parlait tout à l'heure des trucs Netflix, mais là, tu t'en fous du fair use. Là, tu mets un épisode Netflix, Netflix qui n'existait pas sûrement à l'époque, qui n'était pas autant développé, en tout cas en Europe. Tu mettais ça pour te dire, si ça faisait des vues, tu étais monétisé. Bon, bien sûr, YouTube serait tombé dessus, tu aurais été supprimé. Mais en effet, il n'y avait pas ces critères, il n'y avait pas toutes ces règles, et c'était juste trop bien. Et là, tu pouvais vraiment enchaîner, quoi. Donc 2017, changement de beaucoup de règles sur YouTube, et en fait, on se retrouve quand même fortement impacté sur certaines thématiques, si bien que du coup, ça va être quand même un coup dur un petit peu. Et là, ça me fait prendre conscience de quelque chose, c'est que du coup, business en ligne, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire, tu peux monter très très haut, mais tu peux aussi d'un coup descendre très bas. Tu vois. Et ça te remet un peu les pieds sur terre, même si, on va dire, j'étais pas du tout flambeur. Donc vraiment, là, je coffrais. Heureusement. Ah ouais, heureusement. Et aussi, ça, je pense, le cercle social joue énormément. Et moi, à cette époque-là, comme je l'ai dit, on vient en Andorre, on connaît personne. Donc, en vérité, connaître personne quand tu es vraiment la tête dans le guidon comme ça et que tu travailles à fond, je dirais que c'est presque une force, parce que c'est bête, mais t'as rien à prouver à qui que ce soit.
Les gens autour, tu les connais pas de toute façon. Et surtout, tu n'es pas influencé aussi par ton cercle social. C'est-à-dire, tu n'as pas envie d'avoir une belle montre, tu n'as pas envie d'avoir une belle voiture, parce qu'en fait, déjà d'une, il n'y a personne à qui les montrer. Et puis ensuite, déjà, je pense aussi, c'est dans ma nature, je ne suis pas quelqu'un forcément de base, de forcément dépensier, quoi, tu vois. Comme je t'ai dit, même avec les consoles, j'aurais pu m'acheter 2-3 trucs sympas à l'époque. En fait, je mettais tout dans une enveloppe et j'y touchais pas, quoi, tu vois. Donc, il y a ces différents paramètres. En plus, on est un peu tous les trois sur la même longueur d'onde. Il n'y en a pas un qui est plus dépensier que l'autre. Donc, on coffre. 2017, une année difficile. Je comprends que ça peut... Difficile en mode tu perds 80% de tes revenus. Ouais, franchement, c'est un truc comme ça. Parce que, en fait, si tu veux, YouTube change vraiment beaucoup de règles, comme je te dis. Des chaînes, c'était OK, c'est plus OK. Et en fait, YouTube, on voit déjà de quel côté est-ce qu'ils sont. Ils sont... c'est pas méchant, hein, YouTube, ne le prenez pas mal, mais c'est votre écosystème qui est pensé comme ça. Et du coup, souvent, vous allez vous ranger du côté un peu plus annonceur. Parce qu'en fait, pour expliquer, donc, tu as les annonceurs d'un côté, eux, ils dépensent de l'argent sur YouTube pour que leur publicité soit visionnée. De l'autre côté, tu as les créateurs, eux, produisent du contenu et profitent de cet argent des annonceurs pour être rémunérés. Voilà comment ça YouTube marche. Prend 45 et garde 55, c'est ça? YouTube nous reverse en tant que créateur 55% et il garde 45%. Ok, voilà, comment ça marche. Donc, maintenant que vous avez compris ça, vous avez compris que le modèle économique de YouTube dépend des annonceurs. Parce que si demain, il n'y a plus d'annonceurs, il n'y a plus d'argent qui rentre, tout s'écroule, quoi. Sachant que YouTube, ça leur coûte littéralement un bras de faire fonctionner la plateforme. Les serveurs, vous imaginez même pas toutes les minutes, toutes les vidéos qui sont envoyées, eux, ils stockent tout ça. Et je le rappelle de manière gratuite. Hein. J'avais vu un truc en mode 180 000 vidéos à l'heure, un truc comme ça. C'est juste fou. Non, franchement, c'est juste fou. Et je le redis, hein, je l'ai dit, mais c'est gratuit tout ça. C'est-à-dire que demain, tu crées un pauvre site web où tu vas mettre une page « Coucou, c'est mon site ». Il faut payer le nom de domaine, il faut payer l'hébergement. Alors qu'on parle de trucs qui fait quelques kilo-octets. Hein. C'est rien du tout, c'est moins lourd qu'une image. Là, tu peux envoyer 100 000 gigas. Là, tu peux déposer ta vidéo en 4K 60 fps qui fait 35 gigas. C'est OK, c'est gratuit, tu vois. Et tu peux même mettre ta vidéo de vacances, hein, si tu as envie. On parle pas YouTube, c'est pas que les YouTubeurs. Tu peux très bien y mettre une vidéo de vacances pour partager avec ta famille. En non répertorié. En non répertorié, voilà. C'est OK, c'est gratuit. C'est ouf quand tu veux, c'est dingue. Et espérons que ça dure comme ça, parce qu'en effet, si demain, créer une chaîne YouTube, ça devient juste 20 €, juste pour créer une chaîne YouTube, et je sais pas, tu vois, même une Dropbox, c'est payant un espace Dropbox. Là, c'est gratuit. Et demain, ça coûte 20 € par exemple, d'avoir une chaîne YouTube et de pouvoir comme ça y déposer des fichiers, et c'est 20 € tous les mois. Mais je peux te dire que ça va limiter fortement les créateurs. On peut peut-être le faire à un moment quand il y aura trop de voilà, monde. En fait, je pense que c'est à chaque fois une question d'arbitrage. Voilà, est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas? Mais demain, en effet, YouTube fait ça. Ça va limiter les créateurs, tous les jeunes là, qui se lancent sur des jeux vidéo, Roblox, Fortnite, GTA, etc. Juste parce qu'ils ont envie d'essayer. Peut-être il y en a un, ça va devenir le prochain numéro 1 français, quoi. Tu peux pas savoir. Et forcément, si c'est payant, ça freine tout ça. Donc, je pense que c'est un calcul chez eux et ils se disent, bon, allez, c'est viable et tout. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et donc, coup dur pour nous. Et là, qu'est-ce qui est l'inverse des business en ligne? Les business physiques, donc l'immobilier. Voilà, c'est ça. Toi, tu connais déjà mon parcours. J'ai de l'argent sur mon compte. On parle en millions, là. Ouais, là, il y a des millions là, sur le compte. Mais il faut savoir que quelques années avant, 2014, en fait, l'année où j'arrive, il y a Alors, cet argent est à la banque qui est en Andorre. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2014 avant que j'arrive sur une grosse banque andorrane? Eh bien, elle a fermé. Elle a fermé. Il y a eu, alors je ne veux pas dire n'importe quoi, mais des gros problèmes, peut-être même blanchiment d'argent. Bref, voilà, je ne veux pas dire le nom de la banque non plus, parce que je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Mais le fait est que cette banque a fermé. Et aujourd'hui encore, des gens, certains, courent après leur argent, tu vois, qui étaient dans la banque. Ouais, qui étaient dans la banque. Donc, comment ça se passe pour ceux qui ne savent pas? Les banques ont des garanties bancaires. C'est pareil en France. C'est en gros, peu importe combien tu as dans la banque, si tu as moins de 100 000 €, tout ça est théorique. Hein. En théorie, tu devrais revoir tes sous, parce qu'il y a des garanties d'État. Donc. Tout ce qui est au-dessus. Tout ce qui est dessus, c'est perdu. Voilà, ça a disparu. Donc en gros, tu as 2 millions à la banque ferme.
bah, tu récupéreras peut-être 100 000 euros. Voilà. Donc, en fait, quand tu commences à entendre parler de ça, parce que ça, c'est pareil, j'ai pas eu le guide de l'entrepreneur qui s'expatrie en Andorre et qui fait du YouTube, ça n'existe pas, tu vois. Donc, du coup, je l'apprends tout ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui me parle de ça, je dis non. Comme ça, tu sais, moi, je vois que j'ai tout dans la même banque, je fais non. Mais tu sais qu'il y a une banque qui a fermé il y a quelques années? Non. Vite, l'immobilier, vite. Ouais, c'est ça. Et en vrai, tu commences à mettre dans plusieurs banques. Puis là, tu rencontres quelqu'un d'autre qui te dit, mais attends, t'es entièrement en euros, mais tu devrais diversifier aussi la monnaie, parce que la monnaie, on sait pas, elle peut perdre de la valeur, etc. Bref, t'as toujours un truc qui te fera peur en vérité. Et c'est là aussi où tu te dis à un moment donné il faut se mettre des limites, sinon voilà. Tu peux pas mettre en plus 100 000 euros dans 30 banques différentes. Et voilà, c'est ça. 3 millions. On est en Andorre, hein, des banques, il y en a 4 ou 5 maximum. Ouais, donc, voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien en fait je m'intéresse à l'immobilier parce qu'aussi ce que je cherche à faire c'est créer une source alternative de revenus. C'est bien YouTube, je suis 100% dépendant de YouTube et en fait je me dis à un moment donné ça pourrait être bien d'avoir des revenus qui proviennent d'autres choses en fait. On entend tous un peu parler de l'immobilier. Donc du coup, je suis en Andorre, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je fais? De l'immobilier, tu vois. Donc c'est bien parce que du coup, je fais des achats comptants, cash, bim, j'achète plusieurs appartements. Tu te formes avant ou pas du tout, pas du tout. Et là, pour le coup, j'ai du bol. J'ai du bol parce que par la suite, j'ai moins de bol, tu vois. Mais c'est aussi comme ça, une fois de plus, que tu apprends. Donc, en gros, on a de l'argent. Nous, on est locataires, tu vois. Et ça nous va très bien. Et du coup, je vois un peu sur Internet, il y a déjà des formateurs, un peu à l'époque, qui parlent de leur parcours, tout ça. Très intéressant. Et on est aussi dans une période où j'ai un peu plus de temps, du coup, parce que YouTube, comme j'ai expliqué, ça s'est complexifié. Et souvent, quand un système change radicalement, à un moment donné, faut... Tu t'attends un peu, tu vois, tu laisses retomber un peu la poussière, voir c'est quoi les nouvelles règles, tu vois, parce que ça, on avait le droit de le faire. Moi, j'ai compris qu'on n'avait plus le droit. Maintenant, comment ça se passe? Et du coup, tu regardes un peu les autres, comment ils s'en sortent, et ça t'évite, en fait, toi, de perdre du temps à faire le crash test pour les autres, tu vois, et à te refaire bloquer, supprimer ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, tu laisses un peu tout ça se calmer. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Donc, IMO en Andorre. On achète plusieurs appartes, on va enchaîner parce qu'on va en acheter. Tu fais juste confiance en fait à des agences. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire on est vraiment les clients parfaits, tu sais. On nous appelle, on vient, on fait oh, il est joli l'appartement. Je prends. C'est ça, non mais vraiment. Et en plus de ça, donc là, comme j'ai dit, 2017, il se passe un truc en Espagne, puisque donc l'Andorre, on n'a pas situé, mais c'est entre la France et l'Espagne. Et en gros, c'est quoi cette histoire? Tous les Espagnols qui ont de l'immobilier en Andorre, avant, n'étaient pas obligés de le déclarer. Donc du coup, les mecs, ils venaient, ils mettaient de l'argent ici, ils achetaient, ils profitaient des loyers. Oh, bah là, il y a une nouvelle loi en Espagne. Tous les Espagnols qui ont l'immobilier en Andorre vont devoir le déclarer. Et, cerise sur le gâteau, c'est rétroactif. Donc ça fait que, si ça fait, je ne sais pas moi, 15 ans que tu perçois des loyers d'un petit appart que tu aurais acheté en Andorre... Tu as 15 ans d'impôts qui t'arrivent dans la gueule. Il va y avoir une petite addition salée à régler, quoi. Donc du coup, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, tu vois. Ils vendent. Ils disent, je récupère du cash et hop. Et là, tu as un coup de chatte magnifique. Hervé, il arrive comme ça. Oh, mais c'est pas cher! Avec ses billets, là, etc. Voilà. Ouais. Et en fait, là, c'est pour coup de bol, tu vois. Coup de bol. Et en effet, que des bonnes affaires. Mais du coup, quand tu me demandais si on était formé, etc., là, il y a zéro formation, zéro rien du tout. Parce qu'en fait, coup de fil de l'agence, ouais, là, j'ai un bon appart, faut venir le voir maintenant, parce que sinon, ce soir, il est vendu. Bon, nous, on arrive, on visite, on y connaît que dalle. On dit, ah oui, c'est bien, il y a des fenêtres, il y a des portes, c'est pas mal. Hein. Et du coup, redescendu en bas de la résidence, j'achète. Vous le voulez ou pas? Parce que le couple là, je viens de recevoir un appel pendant notre visite, eux, ils l'achètent. Donc, vous le voulez ou pas? Vas-y, let's go, bam. Et alors là, si je dis les prix et que maintenant vous connaissez les prix en Andorre, il y en a, ils vont tomber par terre. Là, on achète des apparts pour moins de 100 000 euros, quoi. Qui aujourd'hui valent 200. Là, j'ai un ami, il vend son garage. Là, c'est un grand garage. Tu mets 4-5 voitures, etc. 200 000 euros, le garage. Là, j'ai des apparts à ce prix-là, etc. Et du coup, on achètera 6 appartements. Certains plus chers que ça quand même, parce que bonne exposition, terrasse, tout ça. Mais voilà, on place notre argent. Et là, tu arrives à un premier niveau. Premier niveau en mode, c'est OK. À ce moment-là, attends, j'ai quel âge? C'est simple. On est du coup en 2017-18, donc j'ai 27 ans. Tu vois, 27 ans. Donc en fait, tout a été très vite, hein, parce que du coup, en 2014, je quitte Lyon. 2017, je suis millionnaire, j'ai de l'immobilier. C'est ça en fait, c'est 2014-2017, il y a eu une explosion de revenus. C'est comme je disais tout à l'heure, vraiment cette image de j'ai plus les chaînes. Je peux tout arracher, quoi. En fait, je suis à temps plein sur le fait de faire de l'argent, quoi, tu vois. Et en plus de ça, c'est pas comme quelqu'un qui finit ses études et qui se retrouve là, qui dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Moi, en fait, c'est déjà amorcé, tu vois, donc c'est parfait. T'attendais que ça? Ah ouais, franchement, deux doigts je te dis, envoyer balader le BTS encore juste pour faire ça. Et en plus de ça, le BTS, j'avais les profs qui me disaient non, mais Hervé,
ferais pas un petit master après? Non, mais vraiment, vraiment, mais j'étais bon, tu vois, j'avais des bons résultats. Et tu sais qu'ils me mettaient le doute. Hein. J'étais là, punaise, imagine, je fais tout ça, je pars en Andorre, ça ne fonctionne pas, tout se casse la figure. En fait, je me disais, ça me fera de l'expérience et c'est pas grave. L'argent que j'aurais gagné, je l'aurais peut-être perdu, je sais pas, parce que quand même, créer sa société, tout ça, ça a un coût, mais je reviens avec une expérience. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de ça en mode, c'est bien, t'as réussi, mais ça aurait pu, en 2015, un an après que t'arrives, tout être mort, en fait. C'est-à-dire, les règles ont fortement changé en 2017, elles auraient pu changer un mois après que je sois là, tu vois. Ouais. Il y a toujours un petit il a eu de la chance. Mais en fait, oui, il y a une part de chance. Chance, moi, je mettrais sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'on dit souvent, c'est en gros le succès, c'est travail, talent et chance. Tu peux pas faire sans un des trois, en fait. Travail, talent et chance. Ouais, c'est intéressant. Parce que moi, je le dis pas comme ça, mais ça revient au même. Moi, c'est motivation, opportunité. Juste les deux. Motivation, opportunité égale résultat. Ouais, du coup, ouais. Okay. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est très, très motivé, et j'en ai vu des gens motivés, tu vois, mais qui n'ont pas d'opportunité intéressante, il se passe pas grand-chose. Tu sais, la vinaigrette, elle prend pas, quoi, tu vois. Dans l'autre sens, des mecs à qui tu mets des opportunités en or dans les mains. On connaît les deux, en fait. Ouais, ça, par contre, j'ai connu des superbes opportunités. Et le gars, parce qu'il est pas motivé, parce qu'il gagne 1500 €, oh, mais je vais aller faire autre chose, machin. Il y en a pour qui ça suffit, en fait, et ils veulent pas aller plus loin. Par contre, le mec qui a la motivation et l'opportunité, là, ça arrache tout, quoi. Mais je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile, parce qu'en plus de ça, comme on disait au début, les opportunités sont un peu partout. Donc, il faut savoir, à un moment donné, se fixer sur quelque chose et vraiment tryhard, quoi. Y aller à fond, quoi. Et moi, je pense, du coup, ma force aussi, ça a été... Il y avait moins de business à l'époque, donc du coup, j'étais sur YouTube à fond. J'hésitais pas entre YouTube, TikTok ou Insta. Tu veux pas aller chercher une autre mine d'or? Ben voilà. C'est déjà vraiment... ça qui fait des millions. Donc, Ah ouais, en parlant de mine d'or, dis-toi, j'en parlais pas. Hein. C'est-à-dire même la famille et les amis qui étaient en France, du coup, quand ils voyaient que je partais en Andorre, ils voyaient que ma vie commençait tout doucement à changer. C'est mais tu fais quoi? Et en fait, forcément, au début, en fait, tu fais les erreurs. Donc tu le dis à une personne et après tu te dis, ok, ça sert à rien de le dire en fait. C'est-à-dire, je dis, ah, mais je suis sur YouTube. Ah ouais, c'est quoi ta chaîne YouTube? Et là, du coup, t'as pas trop envie de montrer parce que vraiment, il y a des thématiques, c'était très simple de faire du contenu. Donc je dis, je vais quand même pas lui livrer sur un plateau. Tu pensais même que ta famille proche, elle pouvait arriver et dire, en fait, je viens avec toi. C'était pas forcément eux, mais c'était plus à qui ils vont le répéter. Tu vois, je sais pas, après un repas, machin, ils vont dire, oh bah moi, il y a mon cousin, il fait ça, tu sais, t'as envie d'en parler un peu. Et ça fait 40 000 par mois. Et ouais, et voilà. Donc l'autre, il se dit, ouais. Ouais, et je me dis, à un moment donné, ça va tomber dans l'oreille d'un mec qui sera comme moi, en fait, et qui va dire, waouh, la mine d'or. J'arrive. Donc, en fait, au bout d'un moment, quand on me demandait ce que je faisais, je disais, je suis dans le marketing digital. Voilà. Hop, ça veut rien dire. Et là, ils comprennent rien. Ah d'accord, ok, cool. Mais c'est marrant parce que vraiment, nous, derrière, ça marche. On achète des apparts, des trucs, on met en location. Et t'as quand même la famille, des fois, tu sais, au repas de Noël et tout, tu sais, t'as toujours une mamie, etc., qui dit « Mais ça va, vous arrivez à en vivre quand même ?» Et tu sais, tu peux pas dire en fait. J'ai plus que sur les 10 dernières générations, donc oui, j'en vis. Là, j'ai tout arraché là. Donc ouais, tu restes hyper modeste, etc. Puis en soi, je comprends aussi les gens qui savent pas trop sur quel pied danser parce qu'en fait, il n'y a pas de signe extérieur de richesse. C'est-à-dire à ce moment-là, je suis avec ma Peugeot 307, je crois. Voilà, voiture classique que j'avais acheté 9000 balles à l'époque. Tu t'habilles normal. Je m'habille normal. T'as pas de montre. C'est ça, j'ai pas de montre, j'ai ma petite Festina, enfin voilà, que ma mère m'avait offert avant que je parte. Enfin, voilà, petit truc classique, tu vois. Donc c'est pour ça, les gens, ils savent pas trop, tu vois. Et en effet, c'est quelques années plus tard, quand j'aurai bien sécurisé tout ça. Donc je fais IMO en Andorre. En même temps, au bout d'un moment, on se dit, on commence à en avoir pas mal de l'IMO, donc on achètera 6 appartements qu'on mettra en location. Et là, comme je disais, tu arrives à un niveau déjà où tu te dis, c'est cool. Parce que même si YouTube demain, ça disparaît, ça va, je suis déjà renti en fait. Puis le marché monte tout le temps. Donc... Ouais, alors moi j'avais pas trop conscience de ça, mais c'est vrai qu'on a vraiment acheté dans un creux au niveau de l'immobilier, parce que suite à ça, en effet, les appartements que j'ai achetés, minimum x2, certains x3 le prix, quoi. En même temps, je les ai eu tellement pas cher, on parle pas de somme énorme au final. Quand tu fais x3 sur un... Alors attention, sur un 100K, oui, c'est intéressant. Mais quand même, quand tu vois derrière YouTube ce que ça a généré... Mais tout ça pour dire, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes baskets. Mais tu veux plus quand même. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, YouTube... je vais pas dire ça comme ça, mais presque, ça devient du bonus en fait. Je me dis, c'est bon, tu vois, je suis dans la safe zone, je suis bon. Et maintenant, écoute, on va faire du YouTube. Mais ça va dans ma tête, je suis serein, je suis plus en mode, si ça s'arrête et tout et tout. Parce qu'en effet, j'ai pas continué là-dessus, mais à la base, je voulais payer ma cantine. Après, je me disais, si j'arrive à avoir un métier à mi-temps, parce que comme je l'ai dit, les études étaient chouettes, mais le métier qui était derrière, pas trop envie, tu vois. Du coup, je me disais, je pourrais faire ce métier à mi-temps. Tu vois, je travaillerais 3 jours dans la semaine, et puis à côté, j'aurais un peu de YouTube, machin. Et puis après, tu te dis, en vrai, je peux vivre peut-être à temps plein.
Et puis après, tu dis, oh, peut-être les 5 000 par mois, les 10 000, le demi-million, et puis après, boum, la lune. Quoi, ah ouais, 10 000, demi-million. Bah non, parce que quand tu commences à faire 10 000 par mois, bah tu te dis déjà, ça fait 100K à l'année, tu vois, oui, si j'arrondis. À l'année, ouais. Donc tu dis, bon, en fait, 500 000, c'est pas déconnant, dans 5 ans, je les ai, et puis après, ça continue de grossir, et puis ainsi de suite, quoi, tu vois. Donc, on a fait l'IMO en Andorre, et à un moment donné, on se dit, bon, l'Andorre, mine de rien, on connaît, mais déjà, on commence à se rendre compte qu'on a mis pas mal d'argent là-dedans et qu'on a quand même acheté un peu les yeux fermés. Je te dis, mais vraiment, cette sensation, ça va choquer peut-être ce que je dis, mais quand tu gagnes des millions, 100K, c'est pas grand-chose en fait, tu vois. Et du coup, quand on allait signer les appartements chez le notaire, franchement, j'ai presque l'impression d'acheter une baguette de pain, quoi. Alors, en fait, j'avais la flemme d'y aller. 60 mètres carrés, pour toi, c'est rien. J'avais la flemme d'y aller parce qu'en fait, il y a de l'inertie quand tu achètes de l'immobilier, ça met du temps. C'est pas comme la baguette de pain. Tu vois, la baguette de pain, tu donnes ta piécette, tu repars avec ta baguette. Là, tu dis, ouais, je le veux. Très bien, donc on va se retrouver dans quelques mois. Quel notaire on prend, patati patata. Et du coup, toi, après, tu es là dans tes trucs en train de bosser et tu fais, tiens, tel jour, on a l'achat de l'appartement. Et tu es là, ah ouais, c'est vrai. Vraiment que je vienne. Je dis, bah oui, il faut que tu viennes parce que tu es associé du truc. Vas-y, ça marche et tout. Mais en fait, puisqu'après, du coup, je reprends YouTube, comme on va le dire. Mais c'est pour te dire que des fois, c'est pas du tout de la vantardise ou quoi, tu sais, mais toi, t'es dans ton bise, tu vois, t'es dans ton truc. Et l'administratif, ça n'a jamais trop été mon truc, tu vois. C'est pompeux, tu vois, c'est lourd et tout. Et en fait, là, des fois, tu dis, bon, allez, quand même, on va acheter un appartement. C'est vrai qu'il y a des gens, c'est un peu... comment dire, l'objectif d'une vie, tu vois, être propriétaire. Clairement, ouais. Et puis toi, tu les achètes comme ça, tu fais, ah ouais, putain, faut retourner signer le 6e. Là. C'est une corvée de se sécuriser. Oui, parce d'acheter. En fait, t'aimerais bien l'acheter, hop, c'est fait, bam, tout est en règle, ok, super, j'enchaîne, tu vois. Et non, il y a quand même certaines choses à faire. Bref, donc on achète les appartes, et après, quand même, on se dit, on a quand même mis pas mal là-dedans, on est conscient qu'on sait pas trop ce qu'on fait, heureusement, ça se passera bien. Et donc, par contre, on a envie de continuer sur notre lancée, mais pareil, niveau au-dessus. Donc on se dit, ça serait pas mal de faire de l'immobilier en France, tu vois. Parce que France, on va mieux maîtriser ce qui se passe. Déjà, on va comprendre un peu mieux les documents qu'on signe. Et puis c'est en catalan, là, du coup. Et ouais, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai acheté comme appart, je sais même pas où c'est. Donc ils te font la lecture, le notaire et tout te fait la lecture. Il a quand même un devoir d'être neutre, de te défendre, etc., de faire bien les choses. Mais quand même, tu vois, t'es là face à un truc on fait vraiment grosse confiance, quoi, tu vois. Et donc on arrive en France, et puis comme je te dis, je suis assez curieux, je regarde pas mal sur YouTube ce qui se fait vis-à-vis des mecs qui partagent un peu leurs connaissances là-dessus, tu vois. Et je me dis, bon, après avoir acheté des appartes, pourquoi pas essayer d'acheter carrément des immeubles, parce que comme je t'ai dit, je savais que c'était possible. Tu t'en rappelais parce que le gars, il s'est dit... Je savais que c'était possible, mais je savais pas trop comment, tu vois. Enfin, c'est tout un écosystème qu'il faut vraiment apprendre et se familiariser. Et justement, là, j'achète deux formations françaises, du coup, de formateurs, voilà. Première fois de ta vie, du coup. Ça. Ouais, première formation de ma vie que j'achète. De mémoire, il y en a une, je crois, elle était proche des 1 000 € et l'autre plus 500 €, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, quand tu prévois d'acheter un immeuble, si tu veux, c'est pas si cher. Hein. Le rapport, proportionnellement, ça vaut le coup. Donc en fait, j'achète ces formations. J'en suis très content. Alors aussi, entre Immobilier Andorre et Immobilier France, au milieu, il y aura un projet qui va cette fois-ci me faire perdre de l'argent, et c'est pas plus mal parce que à un moment donné il faut que ça corrige, quoi. Quand tu fais que monter, réussir, il y a aussi des échecs, tu vois. Donc j'avais connu un petit échec YouTube, là je connais un petit échec placement IRL dans le réel, quoi. C'est en gros j'ouvre un salon de coiffure, je sais pas ce qui me passe par la tête. Ça y est, c'était parti, là, je me sentais il s'est chauffé. Tiens. Ah ouais, là je me disais, ça y est, je vais devenir le prince d'Andorre, etc. Et ouais, j'achète un salon de coiffure. Je vais vous faire la version très très courte. J'ai perdu 70 000 € voilà, dans mon salon de coiffure. Ah, d'accord. Ouais. Et là, quand même, ça pique un peu, parce que même si je disais, voilà, quand tu as des millions, bon, tu peux te permettre de. Voilà, c'est plus les mêmes échelles et tout. Mais quand même, 70K qui passent à la trappe comme ça. Tu dis ouais, ok. Et du coup, en fait, tout simplement, la leçon à retenir, donc là, prenez des notes, leçon à 70 000 € que je vous livre gratos. N'investissez pas dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, puisque si ça se passe mal, vous serez incapable de redresser la barre, de faire quoi que ce soit. Parce que là, c'est ça, en gros, c'est... Pourquoi tu t'es chauffé à faire ça, en fait? Ouais, alors en fait, j'ai été conseillé par... je vais pas dire forcément, parce qu'après, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, tout ça, tu vois, mais j'avais été conseillé par une personne, en fait, qui voyait déjà ce qui se passait dans d'autres salons de coiffure, qui me disait, regarde, ça se passe super bien. Tu peux répliquer, quoi. Exactement, il y a une demande, machin, tu vas apporter une offre, bon, d'accord. Moi, forcément, j'étais méfiant, donc du coup, je disais, oui, mais si ça se passe mal, t'inquiète, le matériel qu'on va acheter pour le salon de coiffure a de la valeur,
t'inquiète, le fonds de commerce a de la valeur. Et oui, mais non, parce qu'en fait, ça, c'est juste quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, ça vaut que dalle, en fait. D'accord, tu peux pas revendre le non, truc. enfin, ton matériel, oui, mais alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu des dettes sur le salon, vu que ça marchait pas du tout. Moi, ne connaissant rien du tout à ce domaine, j'allais pas arriver et dire, ça, faut modifier, ça, on va faire ça. Non, je comprenais rien, tu vois. Donc, il y avait un manager, moi, j'étais juste l'investisseur. Bref, ça a complètement capoté, ce projet. Et fonds de commerce, on n'a rien récupéré. À la fin, voilà, 70K qui partent comme ça. Mais j'ai tiré une leçon et suite à ça, je me forme pour l'immobilier parce que c'est là où je me rends compte que l'immobilier en dehors, j'ai quand même eu du bol, ça s'est bien passé. Et je me dis, ok, en France, on va se former quand même. Parce que autant sur un appartement, tu peux te planter, mais c'est moins violent parce que en fait, tu es en copropriété. C'est-à-dire, s'il y a un pépin sur ton appartement, vu que tu es en copropriété, tu peux échanger avec les autres propriétaires de l'immeuble, tu vois. Alors que là, vu que c'est toi qui détiens l'immeuble, tu es tout seul, quoi. Puis le prix aussi de l'immeuble. Ouais, c'est ça, c'est plus les mêmes montants. Là, tu perds genre 500K d'un coup, quoi, si tu... C'est ça, et puis surtout, voilà, ouais, c'est ça, tu achètes un immeuble, on te dit, vous aviez remarqué qu'il y avait un problème sur le bâti. Toi, t'es là, comment ça, frérot? Comment ça, mon immeuble il va s'écrouler? Pourquoi tu me parles et tout? Et en fait, là, c'est mort. Qu'est-ce que tu fais avec ton immeuble? Tu peux pas le revendre, personne va racheter ça, ou alors tu le vends, enfin, genre, tu sais pas. Enfin, c'est très bizarre, tu vois. Donc, du coup, formation, je m'entoure d'experts dans leur domaine, tu vois. C'est comme on disait au début, et même un qui deviendra un super copain. Et au final, on y va, bim, 1, 2, 3, 4, j'achète 4 immeubles. Là aussi, je suis... En fait, tu remarqueras, j'y vais à fond dans les trucs, en principe. Donc, 4 immeubles pour un coût de... Je sais pas si tu veux le dire. Alors ça, c'est hyper dur à dire. L'immeuble le plus cher était à 700 000. Il y avait quoi dans cet immeuble? Il y a toujours d'ailleurs. Il y a 14 lots. Donc lots, on parle aussi bien de local commercial que d'appartements destinés à de l'habitation, ou même dedans, il y avait même un médecin. Tu vois. Du coup, en gros, tac, il est comme ça l'immeuble. Donc il y a 12 appartes. Et en bas, c'est en 2 colonnes de 6 du coup. Et en bas, tu as un local et un local. Voilà. Donc du coup, cet appart, 700 000 €. Des travaux à faire aussi. Mais ce qui est bien, c'est que les travaux, tu peux les faire un peu quand tu as envie. Voilà. Forcément, tant que tu fais pas les travaux, certains trucs qui sont peut-être pas possibles, qu'il n'est pas possible de louer non plus. Mais bref, en fait, ça se compose bien. Et donc, j'ai pas répondu à la question, en effet. Mais on veut savoir l'argent. Tu veux savoir, l'argent. Eh bien, ce sera bip. Ah ouais. Non, je pense environ 2,5 millions mis là-dedans. Hors travaux, derrière il y a les travaux à rajouter. Plus, d'accord. Ouais. Et tout ça pour avoir en totalité en France 37 lots. Alors voilà, les lots, comme j'ai expliqué, c'est les appartements, on va dire. Dedans, je mets aussi les quelques locaux. Donc 37, plus les investissements en Andorre, on dépasse la quarantaine de lots du coup. Et là, vraiment, ça va. On se dit, là, on est bien. Après, il faut que ça se passe bien avec tous les lots. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ce qu'on découvrira plus tard, c'est que mine de rien, l'immobilier, ça reste quand même beaucoup de gestion. Et puis du coup, c'est vraiment l'opposé du business en ligne. Il n'y a pas un matin où tu vas te lever et tu vas dire « Waouh, comment ça a explosé les revenus, etc. » Voilà. Par contre, il y a aussi les bons côtés où tu ne vas pas te lever un matin et tu vas te dire « il est passé où mon immeuble ?» Non. Tu vois. Alors que sur les réseaux sociaux, ça peut malheureusement parfois se passer comme ça. Donc là, tu t'es dit, au moins, il y a les deux. Comme ça, sécurité un peu sur les deux. Exactement. Du coup, c'était parfait. On avait à la fois la sécurité d'un côté, de l'autre côté, business en ligne pour aller chercher toujours plus. Et franchement, un très très bon équilibre. Et c'est vraiment comme ça que du coup, on va continuer. Je vais m'intéresser aussi un peu à la crypto plus tard. Ouais, mais moi, j'avais une question, c'est plutôt... en fait, c'est parce que c'est la gestion qui est un peu chiante, parce que sinon, pourquoi pas 100 apparts, 150 apparts? Pareil, tu vois, toujours un peu ce qu'on disait au début, quand tu as beaucoup dans une banque, que la banque elle ferme, machin. Là, je commence à me dire que je suis bien exposé à l'immobilier, à la pierre, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est Andorre et France, donc c'est pas tout au même endroit. Mais, tu sais, t'entends des choses, tu dis, si jamais il y a une crise immobilière, t'as vu tout ce que t'as et tout. Ouais. Et tu dis, ouais, c'est vrai. Donc, en vrai, j'en veux pas plus. Pareil, 2017-18, là, je m'intéresse un peu à la crypto. Intéressant. Bon, mauvais plan, tu vois, on n'a pas du bol à chaque fois. Je sais plus à combien était le Bitcoin, mais je me souviens que l'Ethereum était en dessous les $200, 2017. Et là, ça me faisait de l'œil. Résultat, j'en achète. Et en fait, c'est le Bitcoin qui a explosé. L'Ethereum est bien monté. L'Ethereum est bien monté, mais rien comparé au Bitcoin. Donc, au final, écoute, les cryptos, ça a été profitable, mais pas autant que ça aurait pu l'être. Mais en fait, c'est comme ça, c'est le jeu. Tu peux pas gagner partout, tout le temps. Et là, c'est vraiment très instable, donc faut pas non plus beaucoup mettre, je pense.
Ouais, j'aurais su, j'aurais mis autant, voire plus, mais sur les bonnes cryptos. Mais ça sert à rien, cette phrase, elle est inutile, tu vois. Donc, non, franchement, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah là, depuis quelques temps, je m'intéresse aussi à faire travailler l'épargne. Ça, c'est, tu vois, un truc que j'ai pas assez fait, je pense. Alors, je l'ai fait avec l'immobilier. Et pareil, les investissements en France, ça a pris de la valeur, donc c'est super. Mais c'est pas des regrets, c'est pas des regrets. Je devrais changer quelque chose, en vérité, je changerais rien, tu vois. Mais en effet, j'aurais pu m'intéresser pas à l'immobilier, à l'investissement, on va dire faire travailler son épargne, que ce soit sur des projets financement participatif, des choses comme ça. J'aurais pu le faire un peu plus tôt. Là, je m'y suis mis récemment, et quand tu vois des fois que tu peux aller chercher du 7, 8%, même plus, sans prendre trop de risques, tu te dis ah bah en fait sur des années et des années, c'est intéressant. Tu vois. Mais encore une fois, on peut pas être partout. Ok, ouais. Et donc là, ça clôture un peu la partie où tu avais les deux, comme tu disais. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Alors, 2018, 2019, voilà. Tu reprends YouTube, c'est ça? C'est ça, parce que du coup, maintenant, je suis en place. J'ai sécurisé un max quand même. Et je suis en mode, bon, on peut faire plus, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je m'intéresse à 2-3 trucs, tu vois, parce que un peu syndrome d'objet brillant, moi, c'est à ce moment-là que je l'ai, parce qu'on entend parler du dropshipping, tu vois. Il y a tout ça qui commence à arriver 2018-2019. Drop et tout. Plein de business. Et du coup, je regarde un peu, et c'est vrai que tu vois passer des choses, mec qui achète des boucles d'oreilles 20 centimes, qui les revend 35 € et tout. AliExpress, tout ça. Ouais, tu découvres en fait. Hein. Et en vrai, je regarde, mais je me dis... Vas-y, je refais YouTube. Tu vois, parce que déjà, l'idée de faut trouver un fournisseur, le colis, il parcourt la moitié de la planète, il arrive chez le mec, tout ça. Je me dis, moi, je mets juste une vidéo et voilà, quoi, tu vois. Et puis, il n'y a pas de client à gérer, quoi. Donc, en vérité, je reprends YouTube, sauf que cette fois-ci, j'externalise la production. Tu vois, là où avant, on n'était que 3, bah là, cette fois-ci, on met en place des équipes, on se prend plus la tête avec les tâches un peu trop chronophages, tu vois, genre le montage, typiquement, miniature, etc. Tout ça, on est prêt à payer des gens pour le faire. Et alors, du coup, la question, c'est tu les trouves où, ces personnes-là, à cette époque-là? Alors, alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, j'ai beaucoup collaboré au final, soit avec des personnes que je connais et avec qui j'ai un bon feeling, ou soit sinon, vraiment, pour certains monteurs, etc., ben, ça se passera sur des plateformes. Tu sais, tu avais un petit peu Upwork, Fiverr, etc. Sur Twitter aussi, tu trouves du monde, ou sur certains Discord. Même sur le long terme, tu arrives à trouver des gens sérieux dessus, etc. Alors non, pas tous, tu vois. Ah, voilà. Justement, il y a des fois, ça se passe très mal. Aussi, un truc qu'on n'a pas forcément dit, mais voilà, c'est une période où je teste des choses. Je développerai beaucoup d'applications pour Android aussi. Ça crée Encore un nouveau truc. Le mec fait tout. En fait, ça se rapproche de YouTube dans le sens où pas de clients, tu vois. C'est la même chose. En fait, la plateforme n'est là que pour mettre en contact ceux qui veulent du coup jouer au jeu, les annonceurs, les créateurs, tu vois. C'est vraiment... Par contre, le niveau de difficulté, c'est pas faire une vidéo, quoi. Ouais, et justement, c'est le truc qui m'attire. Je me dis, il y aura beaucoup moins de concurrence, tu vois, si je fais des applis. Parce que faire une vidéo, bon, en soi, si tout le monde s'y met, presque tout le monde est capable. Faire un jeu, c'est pas pareil. Donc en effet, on peut en parler vite fait, c'est intéressant. Sur Upwork, donc je dis le nom parce que j'étais pas content quand même. Donc là, je dis le nom. Merde. Je trouve du coup une équipe qui va me développer mon application, tu vois. Super. J'envoie les visuels, toute l'explication, du coup, le storyboard un peu, tu vois, comment est-ce qu'elle va fonctionner, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, machin truc. C'est des semaines et même des mois d'échanges, etc. Il faut une version, il me l'envoie, je la teste. Ah bah non, c'est pas comme je voulais, nanana. C'est affreux, justement, quand tu maîtrises pas certaines choses et que tu es 100% dépendant des personnes, tu veux pas les faire toi-même, ce qu'ils font, en fait? Bah alors, par la suite, c'est ce que je vais faire. Tu t'es dit, ça, c'est une équipe, ça va pas assez vite, je le fais, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que, vraiment, moi, je travaille de façon, souvent, j'aime maîtriser une tâche avant de la déléguer. Comme ça, si ça va pas, je dis, vas-y, tu sais quoi, pousse-toi, je fais, tu vois. Parce que sinon, si tu es 100% dépendant du gars et que le gars, il est pas réactif, il fait d'autres choses, ou même lui, des fois, il sait pas faire, en fait, il y a personne qui sait faire. Donc, au final, je leur explique tout. On arrive à une version de l'appli qui est, ma foi, relativement cool. On est prêt à la publier. Attention. Plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Le mec est parti. Il est parti avec l'application et mes thunes. Et tu sais s'il l'a monétisé de son côté? Je pense qu'il l'a sorti à terme. Je pense qu'il l'a sorti. Je peux le dire au final, oui, parce que tout le monde va se dire, si elle est sortie, tu vas la voir ton application. Non, parce qu'en fait, c'était une espèce de Candy Crush mieux modifié, tu vois, l'application un peu. Vraiment, tu joues dans le métro, quoi, tu vois, c'est pas non plus le jeu, etc. Et du coup, s'il a modifié les visuels, en fait, j'ai aucun moyen de voir si c'est mon appli ou pas. Il a tout le reste, il modifie ça. Pour ceux qui comprennent pas trop, c'est un petit peu comme si il avait fait, je sais pas, un jeu de dames, vous voyez. Hop. Donc j'avais imaginé tout le jeu, machin, comment ça allait se passer, l'accueil, truc, bidule. Et puis en fait, il a juste changé tous les visuels.
un jeu de dames, ça reste un jeu de dames, tu vois. Donc voilà. Donc mauvaise expérience. Donc là, je me dis soit je laisse tomber, tu vois. Soit j'apprends à le faire. Soit j'apprends à le faire. Et en fait, je cherche, et je trouve une appli, un peu comme Unity 3D, tu vois, mais encore plus simple. Et du coup, je développe mon truc, quoi. Donc là, YouTube sur le côté, mais quand même, j'ai cette idée fixe un peu de non, mais ça va être bien. C'est comme sur YouTube, mais avec un niveau au-dessus. Tu vois, comme on disait, c'est plus difficile. En fait, il y a plus de challenge et forcément, si tu y arrives, tu peux prendre plus de place. Tu vois, c'est comme sur YouTube. C'est très bien de démarrer avec des thématiques qui sont faciles d'accès. Si après tu rentres de l'argent et que tu veux laisser un peu derrière les concurrents, tu montes ton niveau de qualité. Tu vois. Comme ça, un mec qui débute, il ne pourra pas vraiment te concurrencer. Lui, il sera là-bas, tu vois, avec les débutants. Toi, ouais. Donc du coup, il y a cette idée-là, et j'y arrive, et je fais mon appli, et là, du coup, c'est l'idée toujours de scaler. Je vais du coup développer beaucoup de fois des applis très très similaires, où je modifierai juste un peu mon code source, et tous les visuels sont différents. Tu vois. Donc, et au final, ça passe, Google, il n'y a pas de problème. c'est ok. Bah, en fait, c'est un peu comme je disais, un jeu de dames ou un jeu d'échecs, tu vois, un jeu d'échecs par exemple. C'est vrai que quand tu marques dame sur l'App Store, par exemple, il y en a plein, quoi. Ouais, voilà. Et donc ça, on va le faire à fond. Et en fait, pourquoi on arrêtera après ? Parce qu'on va rencontrer quand même à un moment donné des problèmes. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, ça va fatiguer les gens. Mais en gros, des problèmes vis-à-vis de la monétisation. Parce que là, c'est pas comme sur YouTube. Sur YouTube, tu monétises avec AdSense, point final. AdSense. Et là, en fait, sur les applis, tu peux avoir plusieurs régies pub, en fait. Il n'y a pas que la régie pub de Google. Tu peux avoir d'autres entreprises qui diffusent leurs pubs, etc. Et en fait, vu qu'on était dans une thématique où ça clique beaucoup, parce que c'est les jeunes, en fait, qui consomment ça, bah, je sais pas, nos comptes publicitaires vont commencer à sauter les uns après les autres pour clics frauduleux, alors que tout était en règle. Mais je pense que c'est le comportement utilisateur qui triguait le bot, quoi, tu vois. Et du coup, bah, les comptes sautent et YouTube commence à remarcher bien comme il faut. Donc je dis, bon, allez, et bam, je connais mieux YouTube, c'est plus simple. Ouais, intéressant, franchement très intéressant. J'ai des applis, on nous les a rachetés, parce que du coup les applis étaient bien classées sur le store, mais moi elles me rapportaient plus d'argent, et du coup on avait été contacté par des mecs, oh je suis intéressé, je dis ouais mais il n'y a plus de monétisation, non mais t'inquiète, on pourra faire et tout. Ok d'accord. Et du coup j'avais revendu pas mal d'applis comme ça. Et me revoilà à fond sur YouTube. Donc là on est 2018, grosse hype Fortnite, je prends le train direct. Train Fortnite, hop là. Et du coup, bah là, pareil, ça a marché fort. Et à fond dessus. Ouais, à fond. Pareil, je ferai ça avec un pote. Du coup, là, on monte une chaîne de 0 à 500 000 abonnés en 8 mois, quoi. Tu vois, comme ça. Ah ouais. Ouais, franchement, grosse hype. Ça marche très fort. Et quel contenu à peu près tu faisais, tu peux le dire? Actu Fortnite. Donc Fortnite, c'est un jeu pour ceux qui, je pense, vous connaissez, voilà. Mais ils ont révolutionné d'une certaine manière un peu la façon de jouer en ligne, tu vois, avec le concept de. Alors je crois le concept, il est pas de. Je crois qu'ils l'ont repris. Il y a eu PUBG, ouais. Et avant il y avait eu un autre jeu dont j'ai mangé le nom, mais il y avait eu un autre jeu aussi qui avait moins buzzé. Bref, grosse hype sur ce jeu, les top 1, etc. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce jeu. Et du coup, en plus de ça, il y a régulièrement des mises à jour. Tu vois, genre toutes les semaines il se passe un truc, quoi. Ils ont compris que il faut pas un jeu figé, il faut que ça bouge, quoi. Donc il y a des mises à jour, ils ajoutent des trucs, des machins non-stop. Et alors nous qui étions une chaîne d'actualité, c'est du pain béni. En fait ça c'est parfait parce que tu as le contenu où tu regardes ce qui est sorti, tu fais une vidéo, les gens regardent parce qu'ils veulent savoir aussi. Et non, là c'était dingue. En fait là je peux le dire maintenant, vous ferez pareil sur GTA 6, ça vous donnera des idées. Vous viendrez me concurrencer là-dessus. Idée bim. En gros là ça c'est parfait parce que tu as une source inépuisable de contenu à faire. Je vous explique. Allez, hop, je m'adresse comme ça. En gros, très simple. Le plus dur, c'est d'amorcer au début. Mais encore, tu mets des gameplays de toi, tu vois. Et ça, par la suite, ça sera même plus la peine. Parce qu'à partir du moment où tu auras pris, du coup, que l'algo te mettra en avant, tu pourras demander à ta communauté, à tes abonnés, de t'envoyer leur gameplay à eux. Et ils seront très contents que tu passes leur gameplay en vidéo. Donc, au début, il faut en faire quelques-uns, et après, tu as ta communauté qui t'envoie les gameplays. Les gameplays, qu'est-ce que c'est ? C'est des vidéos de eux en train de jouer au jeu. Mais on ne les voit pas, on voit que leur écran, etc. Ça, c'est la matière première de ta vidéo. Par-dessus, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas tout simplement commenter, voilà, avec un micro comme ça, l'actualité. Donc aujourd'hui, sur tel jeu, il se passe ça. Dans les prochaines semaines, il y a eu telle annonce, tel machin, tel truc. Et en fait, quand tu annonces des news comme ça, tu mets simplement des images pour illustrer, par-dessus le gameplay, hein, pour illustrer ce que tu dis en fait. Le gameplay, c'est un fond, c'est comme sur TikTok. Ouais, le gameplay, c'est comme une partie en fait. Voilà. Ouais, sur TikTok, il y en a, ils font ça, ils coupent l'écran en deux, ils mettent un truc en haut et en bas un gameplay de voiture, de machin. Donc voilà, et en fait, à partir de là,
c'est bon, tu peux faire le rendu de ta vidéo, la publier, et en fait, demain, il y aura des nouvelles actus, les actus où tu les trouves, soit sur d'autres chaînes YouTube américaines, soit sur Twitter. Sur Twitter, tu avais des mecs, ils faisaient que ça, tout le temps des tweets, des actus. Toi, tu dis, allez hop, crac, c'est le moment de tourner la vidéo. Twitter, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je prends le gameplay d'un abonné, je le mets là. Lui, il parle de ça, on met une image, voix off, rendu. Et tu te montres pas, donc beaucoup plus simple, tu as juste à avoir un micro. Ah, tu peux être en caleçon, chaussettes, tu peux faire ça. Ça sent le vécu, ça. Non, je t'en survête. Mais non, franchement, énorme. Une vidéo par jour, du coup, là. Alors là, on était chaud. Hein. Là, on était 2 vidéos par jour, plus parfois un live. Ah ouais. Ouais, bah toujours l'idée on va y aller à fond, quoi. C'est pas combien de temps ça va marcher, en même etc. temps, 500 000 abonnés en 8 mois, tu fais pas en faisant une vidéo toutes les 2 semaines, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça marche très fort, mais quand même, c'est du boulot. C'est du boulot parce que du coup, je suis avec quelqu'un qui fait du coup les voix off, etc. Mais c'est difficile à scaler en fait ça, parce que tu peux avoir une chaîne comme ça, mais tu pourras pas avoir 5 chaînes comme ça. Tu vois, c'est un peu comme un influenceur. Aujourd'hui, il va se montrer, il va faire des choses, mais il peut pas faire 5 chaînes. Déjà d'une parce qu'il a pas le temps, tu vois, parce que c'est lui, il faut qu'il soit présent sur les chaînes. Et puis ensuite, il peut pas trop déléguer. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué que faire des compilations de mecs qui tombent dans la rue ou de ce qu'on disait avant, trucs de foot ou quoi que ce soit. Et en plus, j'imagine que les contenus actus, s'il y a genre 5 chaînes qui font les mêmes actus, bah, la personne, le viewer, il en regarde qu'un, quoi. Il connaît. Ouais, c'est vrai. Donc après, il faut mettre un peu l'accent sur la personnalité, il faut être dynamique, joyeux, etc. Voilà. Et puis après, bon, il y a quand même pas mal de manières de scaler. Tu vois, nous, par exemple, quand on faisait les lives, on jouait avec les abonnés. Tu sais, on invitait quelques abonnés, on jouait avec eux. On était un peu devenus leurs potes, en fait, tu vois. Donc c'était intéressant. On avait aussi un shop. Tu pouvais acheter des vêtements et tout. Best-seller, c'était le sweat à capuche pour les 9-10 ans. Ah ouais. Ah, ça se vendait comme des petits pains, ouais, c'était impressionnant. Ouais. Et en plus, on passait par une plateforme print on demand. Donc, c'est-à-dire que nous, en fait, on n'avait rien, quoi. On n'avait rien. Nous, on avait fait les visuels, en fait. On avait fait des visuels originaux. Ça s'imprimait à la demande du client. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, nous, on avait déposé le PNG, tu vois, sur le site web. Et en fait, quand un mec passe commande, eux, ils fabriquent le sweat. Ils envoient le sweat au client. Le client n'est pas content, il veut rembourser le sweat. Il renvoie le site à la plateforme. Il gère le remboursement. Nous, on gère rien. Nous, c'est juste ils prennent le pourcentage. Voilà, voilà, forcément. Ouais, on touche une petite com. On touchait pas grand-chose en vérité. Je crois sur un sweat à 35 balles, on devait toucher, je sais pas, moins de 10 balles, je crois, tu vois. Mais bon, passive income, ça tourne, t'es là, let's go, quoi. Et puis les mecs étaient contents. Et pareil, tu vois, je disais, ouais, si vous avez reçu un sweat, envoyez-nous une photo. Et à la fin de la vidéo, on passait des gens, alors on masquait leur visage, mais on les mettait avec les sweats, etc. Tu vois, ils étaient contents. Et ça, c'est la première fois que tu fais un truc avec une communauté, en fait. Ouais, parce que les autres chaînes, c'est... Ouais, les autres chaînes, t'as pas vraiment cet échange avec ta commu. Les gens mettent un com et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et donc là, justement, ça m'a tiré un peu. J'avais envie de revenir sur YouTube, mais de faire avec une communauté parce que je voyais forcément les grands YouTubeurs et je me disais, quand tu as une communauté, tu peux faire des trucs cool que tu ne peux pas faire quand tu n'as pas de communauté. Typiquement un meet-up, tu vois, un meet-up, on en a fait, c'est-à-dire, les gars, là, tous ceux qui sont dans telle ville, tel jour, telle heure, on se retrouve ici et on se rencontre, on fait des photos, on fait des machins. Et ça, on l'a fait, tu vois. Donc là, il y a des gens, peut-être, qui ont aujourd'hui 21 ans, qui t'ont vu en meet-up quand ils avaient 13 ans. Ouais, c'est possible, mais alors là, s'ils m'ont vu, en fait, j'étais associé à quelqu'un sur ce projet, et c'est ce quelqu'un qui a commencé à se montrer. Alors au début, comme on l'a dit, chaîne sans visage. Mais par la suite, commençait à se montrer un petit peu. Et moi, par contre, j'étais un pote. Enfin, on ne savait pas que c'était moi un peu qui drivait le projet, etc. Quoi. Ok, ouais. C'était lui la star. Voilà, c'est ça. Donc c'était intéressant. Et en effet, au meet-up, j'étais présent. Et dis-toi que pendant lui échanger avec les abonnés, bah moi j'étais plus en mode j'échangeais avec les darons, tu vois. Ah oui, ouais. Je discutais avec les parents, etc. Mais c'est trop mignon, franchement, les gars. Ils étaient contents, les parents. C'était une commu assez jeune, mais ils arrivaient, ils avaient des dessins et tout. Enfin, et là, tu vois, je découvrais un nouveau YouTube, en fait. Alors que je faisais déjà du YouTube depuis des années. Mais quand même, je suis reparti dans cette direction du YouTube sans visage parce que c'est là où tu peux scaler à fond. Plus simple. Ouais, en fait, tu peux tellement déléguer. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui ouvrirait plein de McDo, tu vois. Et en fait, une fois que le McDo, les gens ont compris comment faire pour qu'il tourne, hop, c'est bon, j'en ouvre un autre, tu vois. Et il y a un peu ce côté-là. Maintenant, même, il y a des noms là-dessus. Ça s'appelle YouTube Automation. YouTube Automation, ouais, voilà. C'est 100% automatisé du coup ou pas? Parce que automation, normalement, ça veut dire 100% automatisé. Ouais, YouTube faceless, sans visage, YouTube automatisé. En vérité, ça dépend. Ça dépend des thématiques. Et puis, j'ai envie de dire, ça dépend, toi, l'énergie que tu veux y mettre, tu vois. Un mec qui veut faire ça de manière automatisée, de toute façon, au début, il y a du boulot, tu vois. C'est comme quelqu'un qui voudrait avoir une chaîne de magasins, mais automatisée. Au début, il faut travailler un peu. Monsieur Leclerc au Carrefour ou quoi. C'est ça. Aujourd'hui, il peut te dire que ça tourne de manière automatique, mais au début, ça ne devait pas être le cas. Là, c'est la même chose. Moi, ce que je recommande,
c'est quand même, hein, comme on l'a dit, c'est important de maîtriser certaines choses avant de les déléguer. Donc au début, si tu veux faire du YouTube, apprends un peu comment fonctionne YouTube, apprends comment faire des vidéos, et attention, on ne parle pas de montage compliqué, hein, parfois ça peut être très très simple, tu as des thématiques, vraiment tu hallucinerais, tellement que c'est simple. Et une fois que tu sais faire le contenu, que tu sais le publier efficacement, que tu sais un peu jouer avec l'algorithme pour être mis en avant, etc., là, tu peux commencer à déléguer certaines tâches. Donc, par exemple, le montage, les miniatures. Mais ça, ce que tu es en train de dire là, tu l'apprends quelque part par hasard? Très bonne question. Je pense que dans la description, plus simple, on mettra les réseaux. On mettra dans la description, ouais. Il y a Hervé a une chaîne qui, d'ailleurs, monte assez vite. Hein. Ouais, la petite chaîne, écoute, on peut arriver directement là, parce que je pense que le podcast est suffisamment long pour cet épisode, peut-être. Mais grosso modo, je fais toujours la même chose maintenant depuis 2018-2019. Ça n'a pas bougé, ça, ouais. Non, ouais, je continue. Bon, là, je me suis un peu plus récompensé. Il y a des signes de richesse, en effet, maintenant qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais ça, c'est vraiment les rencontres qui ont beaucoup joué là-dedans. Et du coup, on pourra parler notamment d'Andorre et comment ça se passe un peu la vie en Andorre et les rencontres que ça amène. Ça sera peut-être un épisode sur toi, d'ailleurs. Ouais. N'hésitez pas dans les commentaires à donner des idées. De podcasts, de questions sur nous. Etc. Carrément. Ouais, si vous voulez en savoir plus sur nous, s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, etc. Et du coup, pour conclure, en effet, depuis maintenant un an, c'était 1 an et demi, fin 2023, je sens qu'il y a une demande, beaucoup de gens me posent des questions, etc. Et donc je me dis, je commence à expliquer, tu vois, je bois des cafés avec des gens, je leur explique mon business, tout ça. J'accompagnerai même certaines personnes parfois. Et en fait, déjà, il y a plusieurs choses qui sont passées. Je me rends compte qu'il y a des gens qui commencent à vendre la mèche, à parler de mon business, tu vois. Mon business, US, beaucoup, peut-être. Que moi, je garde secret, tu vois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Marketing digital, tu vois. Et là, je vois des gars qui popent de nulle part, qui disent, ouais, YouTube Automation, nanana. Je dis, ok, c'est mon business, ça. Et quand je creuse un peu, je vois, il y a des mecs qui font ça depuis 3 mois, quoi. 3 mois. Et même certains, t'as un doute s'ils l'ont déjà fait en vrai, tu vois. Enfin, qu'ils font vraiment le business depuis 3 mois, pas qu'ils vendent depuis 3 mois. Non, c'est ça. En fait, les mecs, il y a 4 mois, ils n'avaient jamais parlé de YouTube. Ils commencent à te parler de YouTube, ils vendent une formation, etc. Tu vois. Et moi, je regarde ça du coin de l'œil. Bon, déjà, c'est embêtant parce qu'ils parlent de mon business. Et puis ensuite, je me dis, c'est bizarre quand même, tu vois. J'ai l'impression qu'il y en a, ils te sortent des dingueries, quoi, des trucs, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils disent, etc. Et du coup, à un moment donné, je me dis, en fait... Moi, je voulais pas me montrer, tu vois. Je suis dans un business où je me montre pas, vivons heureux, vivons cachés, tu vois. Mais quand même, je me dis, il y a des gars qui parlent de mon business, ils racontent n'importe quoi. De l'autre côté, il y a une demande. Même moi, on vient me voir, tu sais, sur Insta et tout. Une fois de plus, tous les réseaux, on les met dans la description. Et sur mon Insta, des gens qui me suivent, etc. Sur certaines chaînes où j'ai pu rapidement apparaître, d'autres, ils me suivent, ils me font confiance, ils demandent à ce que je les aide. Et du coup, je me dis, il y a une demande, je pourrais peut-être apporter une offre, sachant que moi, derrière, j'ai tout pour prouver ce que j'avance, tu vois. Non, mais je veux dire, les chaînes... Contrairement à beaucoup. Voilà, je peux montrer des stats à gogo. Je peux montrer pareil ma vie, comme je disais, elle a changé. Je suis transparent sur mon Instagram, très très transparent. Instagram que j'alimente depuis maintenant 7 ans. À la base, c'était un Insta perso, totalement perso. Donc, il y avait même des photos de ma petite fille, de ma femme, tout ça. Et là, j'ai clean pas mal de choses. Et en fait, c'est devenu un Insta public. Et pour moi, cet Insta, il a quand même de la valeur. Parce que sur Insta, quand tu postes quelque chose, c'est daté. Tu vois. Et du coup, on voit bien mon évolution. Donc, en effet, en 2021, je vais commencer un peu à me récompenser, commencer à acheter ma première supercar, puis 2 ans plus tard, ma deuxième, donc une Lamborghini, que je vais entièrement faire modifier, covering, peinture sur les jantes. Ça, c'est pour tous les gens qui disent non, c'est de la location. Alors moi, j'ai entendu location, ou alors c'est de la 3D. C'est de la 3D, ta voiture n'existe pas. Je dis, qu'est-ce que je te dis? Quand tu ouvres la porte, quand tu es dedans, tu fais la vidéo et que tu accélères, non, c'est de la 3D. Ouais, et c'était en plus, on me sortait ça avant qu'il y ait le gros boom des IA, tu vois. On me disait, ouais, on voit que c'est de la 3D, je sais pas, elle est trop vert pomme, elle est trop flashy, pour eux, c'est pas possible. Bon, après, ce qui est bien en Andorre, c'est que ça reste quand même petit. Donc, du coup, ce qui est top, c'est que dès que je fais un tour avec la voiture, allez, 1 fois sur 3, je rentre à la maison et j'ai été identifié dans une story parce que du coup, on m'a vu, on m'a pris en photo, machin. Donc, soit c'est un énorme complot et tout Andorre est dans le truc, soit, le fait est de constater que j'ai vraiment une voiture. Et je peux vous dire, j'étais un viewer avant, je suis passé de l'autre côté maintenant. C'est une vraie, je suis monté dedans à côté d'Hervé. Elle marche bien, elle fait du vrai bruit. Non, mais voilà, et si tu veux, donc j'ai tous ces signes-là de richesse, on peut dire un petit peu, le niveau de vie aussi forcément qui est monté. Et donc, à un moment donné, si quelqu'un a un doute, il n'y a aucun problème, je peux tout démystifier, tu vois. Et donc, je me dis, pourquoi pas faire un peu d'accompagnement. Donc, je lance, mais de manière vraiment modeste, un tout petit truc en septembre 2023. Et alors là, en effet, ça s'est bien développé. Tu pourras expliquer pourquoi tu es actuellement en Andorre, ça va être intéressant. Je pense que ça va être le 2e épisode, on fera là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, voilà, donc aujourd'hui, pour celles et ceux, mais attention, qui sont motivés,
qui sont quand même à l'aise un minimum avec l'outil informatique, eh bien, n'hésitez pas à faire un petit saut dans la description. J'explique comment, en 2025 et même pour les années qui suivent, on peut se lancer sur YouTube comme moi je l'ai fait, du coup même à plusieurs reprises, et que je continue de le faire. Bref, soyez curieux, osez des choses, et si vous avez des questions, je passerai répondre dans les commentaires avec plaisir. Est-ce qu'on peut juste dire, et je voulais mettre un point là-dessus, c'est que justement cette formation-là, tu as aussi été à fond là-dessus, et tu l'as mis à jour, c'est ça. Tu bosses quoi. En fait, je me dis, il y a quand même un devoir de faire bien les choses, et puis là c'est différent de YouTube, tu vois, parce que YouTube, tu mets une vidéo, elle plaît pas, c'est l'algorithme qui va faire son travail. Et toi, ta récompense, c'est est-ce que tu as fait une bonne vidéo ou pas, du coup? Est-ce que tu as bien identifié qu'il y avait un besoin sur cette thématique, tout ça? Là, la formation, tu as quand même des gens qui, du coup, te font confiance et, tu vois, rejoignent, mais forcément, ils veulent derrière un accompagnement. Et moi, ce qu'on me dit le plus souvent, c'est ah oui, mais oui, ça paraissait bien, et puis après, plus de nouvelles du gars, tu vois. Moi, dis-toi, toutes les personnes qui rejoignent, c'est moi qui les accompagne personnellement. Je réponds à tous les messages, sous quelques heures, bien sûr, mais je réponds personnellement. Même le dimanche. Même le dimanche. La plupart du temps en vocal, et c'est pour ça aussi que je limite les places, bien sûr, parce que voilà, j'ai pas d'intérêt, après tout ce que j'ai fait, en fait, après YouTube, immobilier, etc., j'ai pas d'intérêt à aller faire des trucs bizarres ailleurs. Et d'ailleurs, je m'étais laissé une fenêtre d'une année, tu vois, et je m'étais dit, si vraiment c'est pas ouf, j'arrête, je laisse tomber, j'ai pas besoin de faire ça, tu vois. Mais en vérité, je me dis c'est bien, et un truc que j'avais pas envisagé aussi, c'est tout le réseau que ça m'apporte. Tout le réseau, d'ailleurs, je ne sais pas exactement quand va sortir le podcast, mais on essaiera de caler des images. Mais je vais faire là très très prochainement. Alors selon quand ça sort, peut-être ça aura été fait, je ne sais pas. Mais première conférence, je vais être conférencier à un événement. Donc je les remercie, ils me font confiance. C'est vraiment Wizards Podcast. Franchement, top, très très content de ça. Et je me dis, au final, encore une fois, ça paye de faire les choses à fond. Tu vois, de livreur de pizza à conférencier. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Et ce qui est dingue, c'est que je retrouve un petit peu ce que je faisais au début en mode tutoriel. Parce qu'aujourd'hui, j'explique non pas comment faire des effets spéciaux, mais j'explique mon métier, comment le faire. Et au final, à la base, je démarre YouTube avec une chaîne tutoriel, quoi. Donc la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Écoute, j'ai envie de dire magnifique pour un premier podcast. Je pense que les gens sont en mode ah ouais, je savais pas tout ça sur Hervé, même si on t'a vu passer sur pas mal. Peut-être qu'ils m'ont vu, déjà. Donc ouais, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ça... écoute, c'était un plaisir en tout cas. Moi aussi. Même si je connaissais déjà, ça fait toujours... Je connaissais pas mal de choses. Ça fait toujours un petit truc d'entendre d'un parcours comme ça en vrai. Super. Écoutez, n'hésitez pas. Petit commentaire, petit like, petit partage. Et puis vous nous dites ce que vous voulez voir prochainement. Peut-être ton parcours, on va voir selon les demandes. Allez. Ça marche. Salut. Salut.